Bonsoir à toutes et tous. Donc, nous nous réunissons ce soir-là sur une thématique, la décarbonation des autoroutes. Donc, on a prévu, juste pour vous tenir au courant du déroulé, donc une présentation qui durera entre 45 minutes et 1 heure. Et compte tenu du fait, je le précise notamment pour les personnes qui sont à distance, étant donné qu'on n'a pas de visibilité sur le chat, je vous propose donc de noter vos questions au fur et à mesure. Et dans la deuxième partie de la réunion, après de la présentation, ce sera l'occasion d'échanger, de nous partager vos questions et qu'on y réponde. Donc si on est prêt, je vous propose de débuter la séquence. Oui. Ghislaine, je vous passe la main. Peut-être on peut se présenter. Tout à fait. Donc Ghislaine Baillemont, je suis la directrice générale adjointe d'APRR et d'AREA et je suis B87. Alors Philippe Gillet, moi je suis directeur patrimoine, pareil, du groupe APRR AREA, et je suis TP89. Et donc Nicolas Moronval, moi je suis chef du département transition écologique, innovation et développement, toujours pour APRR et AREA, je suis B2000. Ah bah alors, super fantastique. Bravo, bravo. Bien, donc tout d'abord les autoroutes en 2023. Donc le réseau routier français national, c'est 1 million de kilomètres. Et en fait, les autoroutes concédées ne représentent que 1% du réseau routier français. Ah bon ? Aujourd'hui, 87% du transport de marchandises est fait sur la route, 85% du transport de voyageurs. Et ce qu'il faut savoir, mais je pense que vous le savez, c'est que le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à émission de serre et que nous représentons, nous, les autoroutes concédées, 7%. Donc ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est les 1% et les 7%. On représente 1% du réseau routier français, mais 7% des émissions de gaz à effet de serre français. Ensuite, donc les concessions autoroutières d'Eiffage en France. Donc les concessions autoroutières, c'est 6 sociétés, donc APRR, AREA, ADELAC, qui est la petite vers Annecy-Genève, le viaduc de Millau, Aliae, qui est la petite dernière, la 79, qui est située dans l'Allier, et enfin Aliénor, qui est l'autoroute en bas à gauche de la carte de France. C'est 2560 km de réseau, 3300 collaborateurs, et on représente 27% donc, du réseau concédé. Alors en fait, on a 3 missions qui sont exploitées, valorisées et sécurisées. Ça, c'est nos missions du contrat de concession. Parce qu'on a pris le parti d'abord de vous expliquer un petit peu ce que c'est que le système concessif en France, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses fausses aussi. Donc voilà, c'est aussi l'occasion un petit peu de remettre l'église au centre du village, si je puis dire. Donc d'abord, c'est entretenir et exploiter. Ça, c'est notre principale mission, qui est dans notre contrat, hein, c'est notre cahier des charges. Donc pour cela, on a 2200 collaborateurs qui sont engagés auprès des usagers. Donc dans notre contrat, on a des indicateurs de performance. Hein. On doit des résultats à notre concédant, c'est-à-dire l'État. Juste, on vous en a cité un, on doit diffuser de l'information d'un accident en 3 minutes. C'est-à-dire que quand un événement se produit, on a 3 minutes pour l'annoncer sur les panneaux à messages variables. Et en même temps sur la radio autoroutière. 3 minutes. Je veux dire que 3 minutes, c'est un temps qui est faible. Et on doit arriver sur un événement en 16 minutes, où que l'on soit sur le réseau autoroutier. On a 7000 accidents par an sur le réseau, dont en 2023, 35 véhicules et engins d'intervention, donc nos véhicules percutés. Et là, si vous suivez un peu l'information, vous avez vu qu'il y a donc un salarié d'Escota qui est décédé cette semaine dans un suraccident. Ensuite, on entretient et il y a la viabilité hivernale, bien sûr. Donc, il y a des espaces naturels. On a quand même 12 000 hectares à entretenir. On a 25 000 heures de salage et enfin 230 000 heures d'ordre de balisage, puisque le réseau, il faut l'entretenir. Donc, forcément, on pose des balisages. Ensuite, la deuxième mission, c'est bien sûr la perception du péage. On entend très bien. Ah, d'accord, c'est je parlais plus fort. C'est la perception du péage. Notamment pour eux. Donc on a 325 millions de transactions par an.
Donc bien sûr maintenant on est extrêmement automatisé, donc on a une téléassistance comme on peut avoir à chaque fois qu'il y a donc, un paiement de façon automatique, qu'on soit dans un parking ou sur l'autoroute, c'est le même sujet, on a des gens à distance qui répondent à toute sollicitation. Et dans les indicateurs dont je vous parlais, on doit 90% des réponses en 10 secondes. Et enfin, on a depuis quelques années commercialisé une marque qui s'appelle Fully, en fait pour essayer de faire baisser le prix des carburants sur autoroute. On n'y arrivait pas avec, je dirais, les opérateurs classiques que vous connaissez, Total, Esso. Du coup, on a créé notre propre marque qui s'appelle Fully pour réussir à faire baisser le prix des carburants sur autoroute. Donc on a aussi des recharges électriques puisque, bien sûr, tout ça se développe maintenant. Et on a donc 7 stations-service en propre. Et enfin, je finirai donc par cette marque qui s'appelle Fully. Donc on a aussi sur autoroute, quelle que soit la société, des réductions de péage pour tout ce qui est domicile-travail. Ça aussi, c'est peu connu. On a jusqu'à 30% de réduction. On est associé à des collectivités aussi pour baisser le prix du péage. Et enfin, il y a tout un tas d'offres commerciales pour les vacances, notamment avec les chèques vacances. Voilà, juste brosser le paysage de ce que c'est une société d'autoroute. Et ensuite, je dirais quelques mots sur le modèle concessif. Donc, tout d'abord, l'investissement initial, il est bien fait par les sociétés d'autoroute. C'est-à-dire qu'on entend encore quand même, quasiment 50 ans après la création des autoroutes concédées en France, que c'est le contribuable qui a payé la construction des autoroutes, ce qui est faux. Le contribuable n'a jamais payé la construction des autoroutes. Ce sont bien les sociétés d'autoroutes, même si elles étaient détenues par l'État. Mais il y a toujours des sociétés qui sont détenues par l'État, c'est pas pour ça que l'État finance ce que fait la société. Donc c'est bien les sociétés qui ont construit les autoroutes en faisant des emprunts, bien sûr, auprès des banques. Donc c'est ce qu'on appelle la courbe en J, vous le voyez, c'est-à-dire qu'au départ, on investit pour construire, et puis au fur et à mesure, grâce aux recettes péage, quelque part, voilà, on approvisionne le modèle économique, et puis à la fin, évidemment, on est rentable puisqu'on a amorti la construction de l'autoroute. C'est aussi simple que ça. Du coup, tout ça pour vous dire que de regarder, allez sur le slide d'avant, le chiffre d'affaires d'une société l'année N n'a pas de sens puisqu'on est dans un modèle sur plusieurs années. Voilà, donc du coup les concessions elles sont très longue durée justement pour amortir. Là c'est juste quelques dates de fin. Vous voyez qu'on va jusqu'au-delà de 2070. Quelle durée? Attendez. Il n'y a pas la durée affichée là, si? Si, vous voyez, par exemple la PRR, donc ça a été conçu en 1963 et la fin de notre concession, donc ce sera en 2035. Donc maintenant c'est bientôt. Oui. Pour Area c'est 2036. Ensuite c'est le viaduc de Millau. En fait, plus la durée de concession est d'autant plus longue que le coût de construction est élevé. Et le viaduc de Millau, évidemment, la construction elle est beaucoup plus élevée qu'une autoroute en race campagne. D'autant plus quand le linéaire sur le viaduc de Millau est très court. Et donc le tarif de péage, par nature, l'est aussi. D'où une durée qui est particulièrement longue pour l'amortissement. Exactement. C'est cet équilibre qui est systématiquement recherché. Et plus vous déployez des tronçons récents, vous avez quand même moins de trafic. Par rapport aux premiers tronçons qui ont été faits, un axe Paris-le Sud, là vous avez beaucoup plus de trafic, donc ça compte aussi. Oui, on arrive en fin de la grande séquence d'aménagement du territoire, ce qui conduit à ce que Philippe vous partage. Donc, et vous voyez qu'à PRR, donc on finit en 2035, donc c'est Paris-Rhin-Rhône. Donc ça veut dire qu'en 2035, donc on va rendre à l'État le réseau dont il est toujours propriétaire. Nous, on n'est pas propriétaire, on est juste exploitant, gestionnaire exploitant. Donc on va le rendre gratuitement et en bon état. Voilà, il n'y aura plus de dettes, parce que là on a encore pas mal de dettes, donc il n'y aura plus de dettes. Et donc l'État reprendra un réseau en bon état. Donc ça c'est la petite dernière, c'est Aliae, dont on entend beaucoup parler, puisqu'en fait c'est une autoroute qui est sans barrière de péage, donc sans installation de péage. C'est ce qu'on appelle le flux libre. Donc vous voyez, c'est des portiques. Alors ça se fait aux États-Unis depuis 25 ans, même plus que ça. Il y en a dans plein d'autres pays européens, il y en a au Portugal, il y en a un petit peu partout. Mais en France, voilà, on n'avait pas encore commencé. Donc l'État nous a demandé de construire cette autoroute, là, la 79, donc dans l'Allier. C'est une transversale dans l'Allier. Et donc de ne pas mettre de dispositif physique de péage, mais uniquement de percevoir le péage au moyen de portiques
Donc ils prennent en compte donc les plaques. Donc après, il y a une interrogation pour envoyer, soit les gens, ben, ils ont un badge télépéage, donc ça ne change rien pour eux, ils passent sous les portiques et ils sont, je dirais, prélevés, soit ils s'inscrivent sur un site internet, donc ils s'inscrivent soit avant, soit après leur passage, et dans ces cas-là, ils payent le montant du péage qui est dû quand ils sont passés. Nous, on aurait une explication un petit peu plus détaillée sur Après. ce système par la suite. Oui, parce que ça, c'est l'avenir en France. Ça, c'est la première, elle a été ouverte en novembre 2022, donc vous voyez que c'est encore très récent, mais d'autres vont suivre, bien sûr, dans les années à venir. Et elle est déficitaire et elle n'a pas de dette. Enfin, je veux dire, il y a des... c'est ce qui est écrit. Elle sera déficitaire jusqu'en 2050. C'est-à-dire que le coût de construction, On a une dette. vous avez montré la courbe là, c'est-à-dire que c'est en 2050 où on passera, si je puis dire, la barre, le niveau zéro. Après, on commencera à faire des bénéfices. C'est la courbe que je vous ai montrée avant. Il y a écrit actif sans dette, je me trompe? Non, c'est une dette portée à 680 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que À la fin de la concession, un actif sans dette. C'est bien à la fin de la Et à concession. la fin, zéro. Ah, à la fin. Oui. ah bah oui, à la fin. Oui. Exactement. Fin de concession 2068. Donc cette Ah, autoroute, ouais. voilà. Ensuite. Alors, juste que finance le péage, ça aussi c'est un débat, donc on ne pouvait pas ne pas en parler. Sur 10 € de péage, aujourd'hui, 38% vont à l'État en termes d'impôts et de taxes. Donc, sur 100 € de péage, il y en a 38 qui vont à l'État. Donc en 22, donc l'État a touché 4,8 milliards d'euros dus aux autoroutes concédées. Après, cet argent, il est affecté au rail, à l'entretien d'autres infrastructures. Et enfin, les hausses de péage sont décidées par le gouvernement. C'est pas nous qui décidons de l'augmentation du péage. Hein, c'est pas nous. On propose des grilles d'augmentation de péage, mais c'est bien l'État qui les contrôle et qui les valide. C'est pas le concessionnaire qui choisit le péage. Voilà. Et puis, bon, voilà. C'était quelques slides, mais je pense que c'est important d'expliquer un peu ce que c'est que le modèle concession en France. Donc je prends la suite, là on va rentrer dans le cœur de la partie de la décarbonation, puisque c'est l'objet de la présentation, mais c'est vrai que c'était hyper important que vous ayez cette sensibilité qui n'est pas toujours largement partagée sur le modèle concessif. Donc sur la décarbonation donc, des autoroutes, si on a 3 grands paquets d'activités qui correspondent justement à cette décarbonation. La première partie, évidemment, étant donné que notre rôle c'est d'entretenir et de gérer une infrastructure, c'est de faire passer des véhicules, et ces véhicules par nature sont polluants, encore aujourd'hui pour la plupart, et donc c'est encourager la mobilité électrique, et ça c'est quelque chose dont je vous reparlerai dans la foulée, c'est valable pour les VL et les PL, les véhicules légers et les poids lourds. Pour que vous ayez quelques chiffres qu'on reprendra, hein, le réseau APRR-AREA, c'est le premier réseau français qui a été équipé intégralement de bandes de recharge électrique, et je ne dis pas faible puissance, mais moyenne puissance et jusqu'à très haute puissance. Donc aujourd'hui, vous verrez, on aura une carto derrière. Ce que ça signifie, c'est que aujourd'hui sur nos réseaux, on a en moyenne une station de recharge électrique tous les 30 km. Donc très clairement, nous, ce qu'on a souhaité faire au travers de ça, c'est d'indiquer à nos clients qu'ils pouvaient en toute sécurité faire un long trajet en véhicule électrique, ce qui restait et qui reste encore pour un certain nombre de personnes un questionnement de fond. Voilà, il ne faut pas que ce soit l'offre qui dirige la demande. Là, nous, on est vraiment parti en mode initiateur. On a pris les devants, on a équipé. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a un flux de plus en plus important de véhicules électriques. Donc ça représente 800 points de charge. On le décrira un petit peu dans la foulée, comme je viens de vous l'indiquer. La deuxième partie, c'est d'accueillir toutes les formes de mobilité. Donc là, on vient de parler des mobilités décarbonées. Il y a aussi, et ça c'est un point important, les mobilités partagées. Donc on parle de covoiturage, qu'on parle de transport en commun, qu'on parle de mode doux. Et ça c'est une thématique qu'on a largement investiguée ces 10 dernières années. Et on a un certain nombre d'exemples à vous partager. Hein. Voilà, et quelques chiffres. Les derniers grands sujets qu'on est en train de déployer sont les pôles d'échange multimodaux. Vous verrez de quoi on parle. Des places de covoiturage, voilà, à titre d'exemple, et on le décrira aussi plus en détail, mais on a aujourd'hui 6800 places de covoiturage qui sont déployées sur nos réseaux ou à toute proximité de nos réseaux.
Ça, c'est un apport important pour l'attractivité des territoires. Et puis, par exemple, je parlais aussi des transports en commun. Pour exemple, sur A48, donc c'est l'autoroute qui est pénétrante de Grenoble, hein, en venant de Lyon. Aujourd'hui, on a plusieurs lignes de transport en commun qui circulent sur notre autoroute de manière cadencée, dans un espace bien isolé, et c'est 5000 personnes par jour qui empruntent ces lignes. Ça, c'est pas rien en termes de mobilité. Le dernier point, c'est repenser donc la fluidité. Là, on fait référence à ce que Mme Baillemont vient de vous indiquer sur le flux libre, où là, on pourra aller un petit peu plus dans le détail. Donc, c'est une autoroute de 88 km. Et puis, on a aussi d'autres sujets qu'on a pu déployer sur la même famille, notamment des questions d'entrée sans ticket, mais on pourra l'évoquer ensemble. Alors sur les véhicules légers, c'est ce que je disais vis-à-vis de la décarbonation, donc c'est l'adaptation de notre infrastructure, la préparer, faire en sorte qu'elle soit apte à accueillir un nombre de véhicules électriques qui est de plus en plus important. On le voit bien aujourd'hui, alors le chiffre intrinsèque, il est encore léger, 3,2% des véhicules légers sont électriques. Il n'empêche que les taux de croissance sont extrêmement importants. Donc le parti qui a été le nôtre, c'est d'équiper l'ensemble de nos aires, je vous le disais tout à l'heure, donc c'est 97 aires de service sur APRR et AREA qui ont été équipées fin d'année 2022 avec ces stations de recharge électrique. Donc nous ne sommes pas nous-mêmes opérateurs de recharge électrique, hein, comme historiquement, ce n'est pas nous qui distribuons le pétrole, or Fully aujourd'hui. Voilà, on a un ensemble d'opérateurs type Engie, Total Energy, Fastnet qui sont là et à qui on a délivré des autorisations d'installation de ces stations. Aujourd'hui, donc, quand on parle d'une station, parce qu'il y a toujours la question du point de recharge, de la borne, de la station, il y a pas mal de confusion sur les chiffres. Pour être clair, quand on parle, nous, d'une station de recharge électrique, c'est à minima 8 points de charge. 8 points de charge, ça peut aller... Alors, toutes les aires n'ont pas la même importance. Je pense que quand vous voyagez sur nos autoroutes ou sur les autres d'ailleurs, vous avez des habitudes, vous arrêtez, vous vous rendez compte assez souvent sur les mêmes. Le schéma qui est le vôtre est très partagé par tous les clients et donc on a des stations qui sont très importantes et sur lesquelles on a jusqu'à 12, 16, 20 bornes. Ça dépend effectivement de la force et de l'intensité de ces aires. Un point qui a été important, c'est grâce aux nombreux efforts qu'on a mis pour déployer ces stations sur l'été 2023, qui a été dernière grande séquence, on n'a eu aucun temps d'attente majeur sur ces stations. C'est toujours une inquiétude aussi pour nos clients. Leur apporter ce type de service, c'est à nouveau une nouvelle garantie pour eux de pouvoir faire des trajets longue distance. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà déployé et qu'on va d'ailleurs continuer à déployer largement, puisque les taux de croissance font que 8, 16 ou plus de bornes, ce sera assez rapidement plus suffisant, donc on continuera à déployer, mais on s'attaque aussi aux poids lourds, parce que la décarbonation, ce n'est pas que les véhicules légers, c'est aussi, et de manière importante, les poids lourds. Et donc on a plusieurs sujets qui sont en cours d'analyse, pas que sur l'électrique, parce qu'il n'y a pas que l'électrique, on en a tous parlé, il y a du gaz, il y a de l'hydrogène, donc on attaque ces différents sujets sous différents angles. Donc le premier, on a un partenariat qui est signé avec nos confrères alpins, à savoir ATMB et SFTRF. ATMB, les autoroutes du Mont Blanc, SFTRF, c'est l'autoroute de la Maurienne qui va jusqu'au tunnel du Fréjus, donc frontalier. Et on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets, à partager les informations, à coordonner nos actions d'expérimentation, puisque là on est dans le ressort de l'expérimentation. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en place et l'objectif, c'est bien d'analyser toute énergie. Voilà. On a deux autres sujets qui sont des sujets cette fois-ci beaucoup plus pratiques. Le premier, c'est l'autoroute hydrogène alpine. Et là, l'objectif, c'est de monter une expérimentation qui permettra de constater sur un trajet Lyon-Turin, sur un Lyon-Turin, qu'on est en capacité d'offrir à des transporteurs un trajet dont le surcoût
en hydrogène est limité à 20% par rapport au coût actuel du diesel. Ça passe par beaucoup de choses, effectivement, et de base par l'installation d'une station hydrogène, mais aussi par des tests grandeur nature sur site, des coûts de maintenance des véhicules. C'est pour ça qu'on est en partenariat avec des constructeurs. Et évidemment, nous, de notre côté aussi, on est en train de regarder la manière dont il faut qu'on ajuste nos tarifications de péage pour justement rentrer dans le cadre qu'on s'est donné, à savoir cette différence maximum de 20% par rapport à la référence du diesel. Donc là, on est sur l'hydrogène. Autre sujet, là, on parle d'électricité, puisque pendant longtemps, on a tous lu dans la presse que l'avenir des PL, c'était l'hydrogène. Et pas que les PL, d'ailleurs. On se rend compte que, comme beaucoup de choses, les effets d'annonce sont un petit peu difficiles à se mettre en place. Il y a toutes des chaînes de logistique et de production d'hydrogène à mettre en place. Et donc, on voit un énorme essor des poids lourds électriques. Sur tous les salons, aujourd'hui, c'est électrique, 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 électrique. Tous les constructeurs ont ça. Donc, ce qu'on met en place, là, c'est à mi-année, 2024, sur l'axe Paris-Lyon. On va mettre en place des stations de recharge pour les poids lourds avec des capacités assez importantes. Vous voyez, 400 à 500 kW par branche, sachant qu'aujourd'hui, pour un véhicule, à la maison, c'est 7-11 kg et jusqu'à 150, parfois 300 kW. Là, on est vraiment sur les gammes très hautes qui correspondent même pas encore à ce qui est annoncé comme nécessaire à terme. On parle de 700, 800 kW, voire 1 MW pour une recharge pour un poids lourd électrique. Donc ça, c'est une première expérimentation qui va nous permettre à nous de comprendre les comportements des poids lourds, de savoir comment on aménage nos aires, parce que c'est encore un autre système que pour les véhicules légers, et aussi aux transporteurs de vérifier que sur un premier axe Paris-Lyon, qui n'est pas des moindres, c'est déjà des trajets qu'ils peuvent réaliser de manière très pratique. Alors là, on était sur la décarbonation, multi-énergie. Évidemment, l'autre sujet, c'est le partage des voiries pour tous les usagers, pour toutes les modalités. Donc c'est pour ça qu'on parle des mobilités partagées. Et en particulier, là, on va faire sur les 3 slides qui viennent un petit focus sur la 48. Parce que c'est un site, donc cette autoroute à l'entrée de Grenoble, qui est particulièrement important pour nous, puisque ça a été l'objet de 2 premières, à savoir cette première voie réservée au covoiturage, donc dite VR2+, qui s'étend sur 8 km. Et donc nous l'avons inauguré en septembre 2020, après 3 ans d'analyse détaillée avec les services de l'État, le concédant, qui surveille, valide l'ensemble des productions, des projets qu'on peut leur proposer. Et l'idée, c'est que cette voie réservée, vous voyez sur la photo, elle est matérialisée quand elle est activée avec un losange blanc, dit la MAC. Donc, ça ne parle pas beaucoup, mais c'est assez souvent comme ça auquel elle est fait référence. Sur la 48, le choix qu'on a fait pour valider l'usage et pour en amener une compréhension très claire au niveau de nos clients, on ne l'active sur la voie de gauche qu'en cas de congestion. C'est-à-dire au moment où il y a une congestion forte, moi, je fais du covoiturage, j'emporte plusieurs personnes, donc quelque part, je fais cet effort de bascule vers du covoiturage, j'ai la possibilité d'utiliser cette voie qui m'est réservée. Donc là, le principe, ce n'est pas une question tarifaire, c'est une question de temps. Et on sait qu'il suffit de quelques minutes pour que le trajet, de quelques minutes gagnées, pour que le trajet soit vécu comme étant plus positif, plus court, et que j'y trouve une valeur complémentaire et donc un intérêt à faire cette bascule vers le covoiturage. En 2020, les voies réservées au covoiturage en France, c'était une nouveauté, le losange également. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé avec un fournisseur, une société française, Printech, un système de comptage du nombre d'occupants dans les véhicules, qu'on appelle nous, et on insiste dessus, c'est pour ça que c'est en rouge, un système pédagogique. La sanction, ce n'est pas notre compétence. Nous, on a à expliquer à nos clients comment opérer, comment se positionner, qu'est-ce que signifie cette voie réservée. Donc on a fait beaucoup de communication. Et donc ce système que vous voyez et qu'on a volontairement coloré en bleu et vert pour lui donner un caractère friendly,
il dit la chose suivante, je passe devant, si je suis seul dans mon véhicule, j'ai un panneau au message variable qui m'indique, s'il vous plaît, changez de voie. En prévision d'une verbalisation de l'État. Et je saute tout de suite sur le dernier point, puisque tout nouveau service autoroutier appelle contravention potentielle par les services de l'État. Et donc en ce moment, il y a une expérimentation qui est mise en place, dite de vidéo-verbalisation, sur un système un peu similaire, qui est positionné en aval, et qui, au travers de la police municipale de Saint-Égrève, devrait dans les semaines, on a indiqué mars, et dans les semaines qui viennent, être mise en place et procéder aux premières verbalisations qui, entre nous, sont un sujet important, parce que nous, on est dans un pays latin, quand il n'y a pas de verbalisation, tout le monde est en train de l'avoir réservé. Donc la compréhension du service associé est plus limitée. Deuxième solution donc, de mobilité partagée qu'on a mis en place toujours sur cette même autoroute, la 48, c'est un peu notre vaisseau amiral des mobilités, pour être clair, on y retrouve tout, c'est la voie réservée au transport collectif. Donc ça, c'est une expérimentation dite VRTC, aujourd'hui guide du CEREMA. Sur le même linéaire, toujours 8 km, vous avez une vue donc, de la 48. C'est une voie réservée qui est positionnée sur la borne d'arrêt d'urgence. Tous les véhicules, tous les conducteurs sont accrédités. Ils ont une formation spécifique dessus, mais dans la pratique, c'est extrêmement simple. Ils sont autorisés à y rentrer quand ils veulent sur les 8 km. S'il n'y a pas de congestion, ils circulent sur la voie de droite. Par contre, s'il y a congestion, ils ont la possibilité d'y rentrer et ils tracent leur route sur 8 km. Je vous laisse imaginer l'effet psychologique. Je suis moi dans mes 8 km en tant qu'autosoliste dans la congestion et je vois passer un bus régulièrement à côté de moi. Ça marche beaucoup. Au début, il y avait 3 lignes. Aujourd'hui, il y a 9 lignes sur la 48. Voilà, je dirais même cet emballement. Ça marche tellement bien que prochainement, il y aura deux autres VRTC sur les 2 autres branches du Y grenoblois que l'on va déployer prochainement. Et ça, évidemment, c'est associé à des arrêts de bus. Donc on a déployé des arrêts de bus qui paraissent relativement simples, mais dans le domaine autoroutier, on n'est pas censé avoir de piétons. Donc l'existence d'un arrêt de bus avec des gens qui descendent, ça a posé plein de questions purement juridiques, mais voilà, qu'on a réussi à résoudre et passer au-delà. C'est un détail, mais c'était à signaler. Dernier point, toujours sur la 48, en amont de ces 2 voies réservées, je reprends covoiturage et transport en commun, une sur la voie de gauche, l'autre sur la bande d'arrêt d'urgence. On est en train de préparer la mise en place, donc là c'est des travaux qui vont commencer d'ici 1 an, un pôle d'échange multimodal sur une aire de service. Donc l'image de synthèse que vous avez, le schéma, c'est bien sur les aires de service de l'île Rose et Voreppe, pour ceux qui connaissent le coin. Et en fait, l'objet, c'est d'offrir une très grosse capacité dans un premier temps de stockage de véhicules. Donc, un parking en silo, l'ordre de 300 places, et qui a pour objectif, là on dit bien multimodal, c'est pas uniquement un parking, l'objectif c'est de permettre à beaucoup de gens de s'y retrouver, de covoiturer sur les dernières parties, ou de s'arrêter à nouveau, de prendre un transport en commun à l'endroit où ça devient particulièrement intéressant de bénéficier d'une voie réservée, ou d'être en contact notamment avec ce que vous voyez en haut de l'image sur les bords de l'Isère, à savoir la voie verte, dite la voie vélo, qui chemine jusqu'au cœur de Grenoble. Donc là, ça va être un point nodal assez important qui va nous permettre justement de capter un maximum de véhicules et de clients qui pourront justement, en fonction de leurs besoins, basculer d'un mode à l'autre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Alors Nicolas vous a fait part essentiellement de développement aujourd'hui sur la partie grenobloise de notre réseau, là où on a quand même de sérieux problèmes de circulation. Au-delà de ça, depuis 10-15 ans, donc on a développé énormément de partenariats aussi avec toutes les collectivités qui entourent le réseau autoroutier, et plus particulièrement proches des sorties d'autoroute. Tous ces partenariats nous ont amenés à négocier avec eux le développement, donc le déploiement de parkings de covoiturage.
Les parkings de covoiturage aujourd'hui représentent sur tout le tracé APRR-AREA environ 6800 places à date. Il y en a encore en travaux, il y en a encore à venir. Ces parkings de covoiturage peuvent aller de 15-20 places parce que vous avez des petites sorties d'autoroute en zone vraiment campagne, à des parkings de plus de 160 places, auxquels en général les collectivités ont associé aussi des réseaux bus, arrêt bus, éventuellement déploiement vélo, pour après pouvoir rentrer, je dirais, dans la zone urbaine. Donc là, 6800 places, 140 parkings, et nous continuons à développer, donc on aura quasiment d'ici 5-6 ans toutes les sorties d'autoroute équipées de parkings de covoiturage, soit proches, c'est-à-dire juste à la sortie, soit véritablement à 700-800 mètres, au-delà, on va dire un petit kilomètre. Au-delà, c'est plus tout à fait pour les clients autoroutiers, c'est pour d'autres réseaux et il y a moins d'intérêt pour nous. Je reviens sur l'autoroute A79, donc c'est Montmarault-Digoin, celle qui traverse l'Allier, celle qui s'appelait un petit peu, pour ceux qui connaissent, l'autoroute de la mort ou RCEA à l'époque, et particulièrement dans le département de l'Allier où là il y avait systématiquement des mortels quasiment chaque année, un réseau extrêmement dangereux. Le choix a été fait donc de mettre en concession cette partie d'autoroute. L'autre partie qui est sur la Saône-et-Loire reste pilotée aujourd'hui par l'État. Ça représente 88 km. Ce qui nous amène sur ce tronçon qui a été donc bâti par le groupe Eiffage et géré par nous, une fluidité nettement améliorée, parce que je reviendrai un peu sur le système flux libre. Beaucoup plus de sécurité, vous n'avez plus d'arrêt quasiment en section courante. Vous l'avez encore vu sur Escotal, sur accident, il est à 300 mètres d'une barrière de péage. Bon, il y avait de la pluie, hein, donc c'est essentiellement un problème au départ d'aquaplaning, mais on peut se poser des questions. Moins d'artificialisation au niveau des sols. Quand vous supprimez les barrières de péage, les grandes raquettes que vous pouvez voir, bah, ça va rester en gros sur 3-4 voies, pas plus. Sachant qu'une barrière de péage, ça peut aller jusqu'à 5, 10, 15 hectares, 20 hectares. Ouais. Ah oui, Tout ça, c'est on reconstitue une section, on fait une section courante classique, les 3 voies, et on évite toutes ces artificialisations. Et à l'époque de la ZAN, c'est loin d'être sans intérêt. Plutôt intéressant. Et donc, moins, quand on regarde la circulation et qu'on étudie justement ce qui s'y passe, moins d'émissions de CO2 sur ce type de tronçon. L'autoroute A79, donc là, vous avez schématiquement un tracé, vous avez des tronçons sous péage. Donc, quand vous voyez les portiques rouges, en fait, vous passez sous un portique qui va détecter le véhicule, comme l'ont dit Ghislaine et Nicolas, soit par un badge. Donc, on préfère justement par un badge liberté, ça détecte automatiquement votre passage, soit par la plaque minéralogique. Et à partir de là, après, derrière, vous pouvez payer votre trajet, ou nous, on peut éventuellement aussi vous retrouver si vous tardez un petit peu à régler votre passage. Point intéressant au niveau du tracé, c'est que vous pouvez avoir, ça, dans la négociation avec les collectivités et l'État concédant, vous pouvez avoir quelques tronçons sans péage. Ce qui permet, pour un flux purement local, d'éviter justement ce péage où il peut y avoir de grosses discussions de temps en temps. Par contre, le transit, lui, quoi qu'il arrive, il payera la totalité. Ce système de portique, vous avez dû le voir, en 2015, il y avait un lancement justement de ce type de paiement sur certaines routes qui a capoté malheureusement. On l'a repris, c'est un peu la même chose, on l'a fortement amélioré, la technologie évoluant d'année en année, ben justement on a pu mettre tout en place, ce qui nous permet d'avoir ce premier tronçon en France. Alors, la suite, comme vous pouvez le voir, Toulouse-Castres, vous en entendez parler, il n'y a pas encore du péage, il y a quelques voltigeurs encore sur place. Ben, demain sera équipé aussi de ce système-là. Notre collègue SANEF, sur les autoroutes A13 et A14, que vous devez ou que vous pratiquez peut-être pour aller en Normandie, vont passer complètement ces réseaux en flux libre dans les années qui viennent. Donc là, ils sont en phase d'étude. Donc après, il faut un tout petit peu de temps. Et puis, le groupe Eiffage APRR, on est en train de finaliser, nous, avec l'État,
Le dernier tronçon qui avait été mis en concurrence, donc c'est Machy-Thonon, ça c'est dans le Chablais, au niveau du lac Léman. Pour vous situer rapidement, il y a un tronçon, il y a un fort trafic là-bas. Lui aussi, de toute manière, sera sous tronçon flux libre. Ghislaine. Oui. On a fait quelques travaux il y a quelques années sur l'autoroute A480, qui est en fait l'autoroute qui traverse toutes les communes de la métropole de Grenoble. Donc on a construit une voie supplémentaire parce que cette autoroute était congestionnée, je dirais toute la journée et pratiquement toute l'année. Et du coup, comme cette autoroute était tout le temps saturée, en fait, eh bien, il y avait beaucoup du trafic local qui s'était reporté sur les communes adjacentes. Et donc, non seulement il y avait de la saturation sur l'autoroute, mais aussi il y avait de la saturation sur toutes les communes environnantes. Donc, l'État nous a demandé de reprendre en concession cette autoroute et de de construire une voie supplémentaire, sachant que politiquement, le sujet a été extrêmement compliqué puisque le maire Éric Piolle venait d'être élu maire de Grenoble et qui s'était fait élire sur le fait que cet aménagement ne se ferait pas. Donc le contexte était extrêmement difficile et qu'il y avait ce qui est dans beaucoup d'esprits, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée une troisième voie, forcément c'est un aspirateur, enfin ce terme est souvent utilisé. Et donc, ça va ramener plus de trafic sur l'autoroute. Donc, en fait, on a extrêmement travaillé avec Éric Piolle et ses équipes pour faire un aménagement qu'on a appelé exemplaire et qui est exemplaire dans sa constitution. On va vous le présenter. Et ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, donc, il y a une certaine fluidité et que le trafic qui est sur l'autoroute, c'est celui qui est revenu des communes adjacentes. Mais il n'y a pas plus de trafic que celui qu'il y avait, d'autant plus que c'est une autoroute qui est extrêmement locale, et notamment les entreprises faisaient des prix extrêmement élevés, parce que entre le départ du fourgon à l'entreprise ou à l'artisan, puis son arrivée sur le site où il devait travailler, je veux dire, c'était des heures, quoi. Donc, il commençait aussi à avoir sur place, finalement, un départ des entreprises plutôt vers Chambéry, qui présente quand même d'autres avantages. Voilà, donc bon, il y avait un consensus qui finalement s'est apaisé, et on a pu réaliser cette troisième voie donc sur 7 km. Vous voyez, c'est le DRAC qui passe, vous le voyez un petit peu là en bleu, au bord de l'autoroute. Donc on s'est engagé à faire cet aménagement uniquement sur les emprises de l'autoroute, c'est-à-dire ne pas prendre du terrain de part et d'autre. On a créé des pistes cyclables, on a fait des fresques murales, on a favorisé aussi les modes doux. On a fait 3 ans et demi de travaux dans un milieu, comme je vous l'ai dit, extrêmement dense. Donc en fait, on fermait la nuit, on travaillait essentiellement la nuit. Et on a réussi finalement à avoir un temps de parcours réduit, puisque c'était finalement ce qui était recherché. Donc au départ, sur cette section, il y avait 600 mètres d'écran acoustique. Donc on en a construit 6 km. C'était des autoroutes des années 70, vous savez, avec des candélabres au milieu du terre-plein central. Donc les lignes, la ligne avec aussi des lignes Liège. Donc RTE, on a enfoui toutes les lignes. Donc il fait un paysage beaucoup plus apaisé. Surtout que là-bas, le paysage est quand même assez extraordinaire. On a planté 55 000 arbres et arbustes. On a créé des écrans acoustiques végétalisés, c'est-à-dire en fait ce sont comme des balconnières, si vous voulez, dans lesquelles on a planté des plantes. Et enfin, ça c'était une première, je pense, pour nous et je pense aussi en France, c'est qu'on a créé, parce que l'idée c'est de traiter les eaux, bien sûr, avant rejet dans la rivière et dans le fleuve, il y a un fleuve aussi à côté. On a créé 17 bassins de dépollution, dont 12 qui sont sous l'autoroute. Voilà, donc forcément, ne serait-ce qu'en termes d'entretien des bassins, c'est bien sûr des opérations extrêmement spécifiques, y compris en termes de vie de ces bassins qui sont sous l'autoroute pour reprendre les pollutions chroniques et éventuellement accidentelles. Donc le bilan aujourd'hui, après un an de mise en service, puisqu'on a mis en service fin 22, donc on a, comme j'ai dit, des temps de parcours en nette diminution.
des vitesses de circulation plus élevées, mais on a aussi négocié avec les collectivités sur des vitesses qui ne sont pas du tout des vitesses de 130 km/h, d'ailleurs 110, mais seulement de 90 sur la partie centrale. Et puis, il y a aussi des travaux qui sont en cours un petit peu plus loin, organisés par cette fois-ci l'État. Mais disons que c'est vraiment une belle opération, et même sur place, le maire a reconnu qu'il était vraiment très très satisfait, puisque l'autoroute est complètement apaisée. C'est vraiment une autoroute type urbaine, c'est pas du tout l'autoroute qu'on peut connaître par ailleurs. On a créé aussi toute une voie le long du Drac, entre l'autoroute et le Drac, juste en bas, donc des gens qui viennent s'y promener l'été, etc. Voilà, donc comme quoi un concessionnaire autoroutier est capable de ne pas être qu'un bâtisseur, un constructeur, un pollueur, etc., mais qu'il est capable de faire quelque chose, voilà, qui s'intègre dans ce que finalement on recherche tous, les uns et les autres, au quotidien. Je reprends donc la parole pour vous parler. On va avoir une double séquence avec Philippe Giguet. D'abord sur la transition écologique. Alors, avant de rentrer dans le détail, évidemment, les sujets de transition écologique dans nos métiers, comme dans chacun de nos métiers, c'est des sujets centraux. Aujourd'hui, on a des impératifs qui sont des impératifs réglementaires, ça c'est une chose, on les connaît tous, hein, ils sont nombreux, ils se multiplient, mais on a aussi un certain nombre d'actions qu'on met en place de façon volontaire, parce que voilà, on a conscience du rôle qui est le nôtre, hein, assurer la transition écologique, c'est pas quelques personnes dans son coin, chacun a un rôle à jouer là-dessus, et là-dessus on prend nous vraiment notre part. Je vais vous citer donc deux exemples hein, de ce qu'on fait. Je ne vais pas vous faire une litanie trop longue, mais un élément qu'on constate tous, la nature est stressée de plus en plus par le changement climatique. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, il y a 15 jours, en tout cas chez moi, ça bourgeonnait, alors qu'on était en plein mois de février. Il y a des choses qui bougent. Il y a des arbres, des plantations qu'on a pu réaliser, nous en tout cas, sur nos infrastructures, qui étaient des plantations classiques avec des partenaires reconnus, mais qui répondaient à des schémas historiques. Le fait est que le changement climatique, donc les remontées de température, qui amène aussi un certain nombre de nuisibles, nous conduit à repenser notre façon de travailler. Et l'expérimentation là, que vous avez sous les yeux, qu'on appelle PlantAdapt chez nous, évidemment, son objectif, c'est de regarder sur l'ensemble de nos délaissés, les projets, les aires de service, également tous les endroits où on peut planter régulièrement, et l'exemple d'A480 avec ses 50 000 arbres en état, comment est-ce que demain, on doit planter, quel type d'essence on doit planter, et c'est pas juste dire je change d'une essence à l'autre, c'est comment je prépare le sol. Est-ce que j'amende le sol? Est-ce que je laisse un glacis vert et je viens planter? Non, le sujet, c'est vraiment de regarder ça avec des écologues de manière spécifique. Donc on a 8 sites qui sont identifiés sur l'ensemble de nos réseaux. L'avantage de nos réseaux, c'est qu'ils ont des caractéristiques très différentes entre des aires de service en Seine-et-Marne ou à proximité de Mulhouse ou dans le Massif central. Évidemment, on a des typologies de climat qui sont très différentes, donc ça va nous permettre d'observer la façon dont on a mis en place les dernières essences avec les amendements de sol pour voir comment dans la durée tout ça évolue et donc derrière basculer de manière assez forte pour repenser nos façons de planter. Ça c'est vraiment l'objectif. Alors il y a plein d'aspects à ça. Hein. Il y a notamment une question de biodiversité, c'est travailler sur les milieux naturels et des plantations. L'objectif, c'est aussi de réattirer des pollinisateurs qui sont quand même extrêmement importants, notamment pour notre agriculture, et on sait très bien de quelle manière ils sont en danger aujourd'hui, hein, notamment les abeilles. Voilà, on a un certain nombre d'indicateurs. Je l'évoquais, donc les refuges de biodiversité. Le stockage de CO2, c'est pour ça aussi qu'on parle de ce sujet aujourd'hui dans la décarbonation. On sait très bien que décarboner, avec tous les exemples et les démarches qu'on a pu vous présenter auparavant, que ce soit des mobilités décarbonées avec l'électrique, l'hydrogène ou le gaz, ou des mobilités partagées, c'est une chose. Et donc c'est
pour l'objectif de réduire les émissions de GES de manière globale, mais à un moment, l'activité humaine créera toujours des gaz à effet de serre. Donc quand on sera au bout d'un certain nombre d'années arrivé au maximum, je dirais, de notre capacité de décarbonation, ben, il restera toujours une émission de GES, et ça, il faudra la compenser avec du stockage carbone. Et toutes ces plantations complémentaires, et on a des projets importants à ce niveau-là, permettront justement d'arriver au fameux objectif net zéro 2050, c'est-à-dire zéro émission carbone en 2050. C'est deux courbes, deux actions qui vont dans le même sens, l'un moins émettre, l'autre mieux stocker. Et ça y contribue également. Alors, un deuxième sujet que je voulais vous partager, c'est l'éco-pâturage. L'éco-pâturage, je vois dans l'assistance et régulièrement, ça amène un sourire. Dire, avec des piquettes, des moutons, c'est mignon. Mais en fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour nous parce que ça a énormément de vertus. Évidemment, vivant sur un terrain, je ne vais pas vous faire de dessin, les moutons et les piquettes enrichissent les sols. Ça, c'est un point important, mais ça a une vraie valeur. On a aussi un vrai sujet sur les espèces exotiques envahissantes. Ambroisie, renouée du Japon, ça, c'est le meilleur produit phytosanitaire qui existe, le mouton. En mangeant de manière très rase et régulière, au bout de quelques années, il n'y a plus d'espèces envahissantes. Donc le zéro phyto, ça passe peut-être aussi par les moutons. Évidemment, en quoi ça concourt aussi à la décarbonation, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des talus, je vais les qualifier comme ça, on parle de délaissés, mais l'ensemble des talus qui sont sur le bord de nos autoroutes, il faut qu'on les tonde. Aujourd'hui, c'est historiquement, la pratique est là. Amener de l'éco-pâturage, c'est autant d'heures et donc de gasoil qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas consommés. Donc ça a un vrai impact et ce n'est pas anecdotique. Et puis, c'est un point aussi important, vous le savez, vous les avez vus, les talus sont parfois très pentus, dans des situations un peu complexes. Donc il y a aussi un avantage pour nos collaborateurs, c'est de réduire les risques au niveau de leur quotidien. Et ça, pour nous, c'est un point qui compte aussi beaucoup. L'objectif pour nous, c'est de procéder à l'éco-pâturage sur quand même 6% de nos délaissés. C'est énormément de boulot. On parle déjà de 600 hectares. Je vous dis pourquoi c'est beaucoup de boulot et un vrai engagement pour nous. Parce qu'on ne prend pas un opérateur national et puis on lui dit tu gères ces 600 hectares. Non, notre volonté, c'est d'animer les territoires et on passe systématiquement des accords avec des éleveurs locaux. Donc vous imaginez sur un réseau qui fait pas loin de 2500 km, le nombre de conventions qu'on a avec beaucoup d'acteurs, qu'on soutient localement, parce que ça leur permet aussi d'avoir un volant d'activité complémentaire. Et donc ça entretient justement la dynamique des territoires qu'on recherche, puisqu'on est des aménageurs historiques et on est éminemment en lien avec les territoires, on ne fait pas que les traverser. Voilà. Donc après la transition écologique, on a une part aussi de transition énergétique au niveau des domaines autoroutiers. Donc chez nous, la transition énergétique, elle a démarré il y a 5-6 ans par des échanges avec le concédant, donc l'État, pour essayer de valoriser justement les délaissés autoroutiers. Alors, pour pouvoir valoriser ces délaissés autoroutiers, il a fallu dans un premier temps trouver avec le concédant justement un moyen de pouvoir réaliser rapidement des fermes photovoltaïques sur la concession. En fait, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas sans une évolution justement législative. Il y avait une volonté de notre part et de l'État d'aller vite et de pouvoir démarrer, de pousser, je dirais, derrière pour pouvoir justement après s'ouvrir tous les délaissés du domaine autoroutier complet. Donc là, il a été trouvé justement de sortir les délaissés inutiles à la concession et inutiles par ailleurs, par des tiers ou autres, donc pas de PAC, pas d'agriculture, rien du tout, les reprendre en parcours propre au niveau de la société et de mettre en concurrence justement des opérateurs. Là, vous avez Altergy, vous avez EDF, Énergie Nouvelle, Total, qui a développé ça aussi, qui nous ont suivis et qui nous ont donc proposé
de réaliser des fermes photovoltaïques sur ces délaissés autoroutiers. Aujourd'hui, on a 6 fermes solaires en service, donc ce n'est pas nous qui exploitons. Nous, on a juste un rôle de favoriser justement le développement des fermes photovoltaïques. On récupère, c'est par rapport au domaine autoroutier, 80 000 € en 2023 de location des terrains, donc ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on peut apporter en termes de développement justement d'énergie et de transition. 22 autres sites sont en étude actuellement, plus ou moins avancés, parce qu'il faut savoir pour pouvoir déployer une ferme photovoltaïque, en gros, entre le moment où vous réfléchissez au projet avec un opérateur et au moment où il va le brancher, il va se passer entre 3 et 5 ans. 3 et 5 ans. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, mais c'est comme ça. Suite à ça, on peut retrouver, comme le disait Nicolas, des moutons sous les traitements fermes photovoltaïques. Systématiquement, Total, EDF Énergie Nouvelle, aujourd'hui, propose aussi cette image, parce que ça reste de toute manière des zones en délaissé, plus ou moins herbées. Et de ce fait, ils utilisent la même chose que nous pour déployer tout ça. Au-delà de tout ça, il y a l'évolution, bien sûr, des lois. Vous avez entendu parler de climat et résilience, et vous avez entendu parler de la production des énergies, l'accélération de la production des énergies renouvelables, APER. Donc aujourd'hui, la législation a aussi évolué, donc ça c'est le rôle de l'ADG chez nous pour obtenir et réussir avec l'État d'avoir la possibilité demain de réaliser des fermes photovoltaïques, des ombrières sur les aires de service, plutôt les parkings d'aires de service. Donc tout ça aujourd'hui est possible. Nous attendons les décrets d'application. Ces décrets d'application vont nous permettre d'offrir à des opérateurs demain sur le domaine autoroutier, donc sur les parkings, voire sur des délaissés. Je vais vous dire, un délaissé qu'on ne peut pas sortir, un gros nœud autoroutier dans lequel vous pouvez voir aujourd'hui des champs enherbés où nous, on va les tondre. Vous pouvez voir demain, certainement, on l'espère, réussir à offrir à des opérateurs un peu astucieux ces surfaces, justement pour les valoriser par des fermes photovoltaïques. Je reviens sur les ombrières au niveau des autoroutes. Donc là, il y a une grosse réflexion actuellement menée, c'est d'ailleurs les équipes de Nicolas qui les mènent. C'est relativement facile sur les parkings véhicules légers, parce que la structure qui va tenir une ombrière reste simple et puis prendra peu d'espace justement pour tenir ces ombrières, ce qui n'est pas le cas au niveau des parkings poids lourds et de la configuration de nos parkings poids lourds sur autoroute, que ce soit chez nous ou chez nos confrères. En fait, aujourd'hui, on va se retrouver confronté aussi à un risque de perte de place poids lourd assez conséquent. Donc toutes ces négociations sont justement en cours avec l'État. Si je peux me permettre, Philippe, le point qui est évoqué, il est assez important pour nous, puisque comme ça vous a été indiqué au démarrage, on a un certain nombre d'obligations dans notre contrat de concession, évidemment, dont le fait d'assurer un nombre de places au poids lourd sur nos aires de service. Or, nos aires de service font partie du domaine public autoroutier concédé, qui est fini, et l'objectif qui est le nôtre de déployer des ombrières photovoltaïques, si on est contraint à perdre un certain nombre de places PL, à devoir les reconstituer, ou les reconstituer. C'est tout l'objet de l'échange aujourd'hui, produire de l'énergie renouvelable, super, qui permet aussi d'offrir un peu d'ombre aux poids lourds quand ils restent le week-end sous le soleil, ça peut être aussi agréable pour eux. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on gère ces places à reconstituer, notamment vis-à-vis de sols qui sont aujourd'hui artificialisés? Il y a toutes ces questions qui se croisent en ce moment. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et si nous perdons ces places de poids lourds aujourd'hui, vous le voyez déjà, vous avez des stationnements de poids lourds sur les bretelles, soit de décélération, entrée d'air, ou d'accélération pour sortir. Pour sortir, je dirais, c'est un peu moins dangereux. Par contre, en décélération, suivant où il se trouve, ça peut faire mal. Au niveau de la décarbonation
des mobilités routières, donc l'autoroute en est un catalyseur. Aujourd'hui, les concessions, on investit massivement sans argent. Comme Ghislaine a pu vous le dire, sans argent public. Donc aujourd'hui, nous portons complètement cette dette. L'exploitant assure un investissement de qualité et surtout une durabilité. Aujourd'hui, comme Ghislaine vous l'a dit au début de la présentation, vous avez tout ce qui touche au niveau des indicateurs. Donc il y aura remise de l'autoroute en bon état fin de concession. Et l'autoroute représente et continue à représenter de toute manière l'épine dorsale de la route. C'est vraiment les mobilités partagées et la multimodalité. On accompagne bien sûr la transition énergétique de l'ensemble des flottes. On va chercher, parce que nous sommes dedans, mais véritablement un essor au niveau du déploiement d'énergie renouvelable. Et les points qui restent encore très importants aujourd'hui, au niveau de ma direction, au niveau du patrimoine, c'est toutes les nuisances de la route. Le bruit. Le bruit, on le voit, il a tendance à diminuer, parce qu'aujourd'hui, les véhicules électriques ont tendance à diminuer. Attention, c'est essentiellement le bruit de frottement des roues, pas que des moteurs. La qualité de l'air, le traitement des eaux, et bien sûr tout ce qui est biosphère. Mais je vais laisser la parole à Ghislaine qui va compléter et conclure. Voilà, je vais conclure. Donc je pense que vous l'avez bien compris, nous ne sommes pas que des gestionnaires d'infrastructures, comme souvent on nous le dit. On se préoccupe de la transition écologique. Je reparle de ce chiffre 1%, 7%. On ne représente qu'un pour cent, mais 7% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un vrai sujet pour nous. On ne peut pas se contenter de dire on s'en occupe pas, on attend que les pouvoirs publics le fassent. Je pense qu'on vous a démontré aussi que l'autoroute, comme vous le connaissez aujourd'hui, à très court terme sera différent, notamment sur les aires de service, parce qu'il y aura des bornes de recharge électrique pour les voitures, des bornes de recharge électrique pour les poids lourds. Il y aura des ombrières photovoltaïques au-dessus des parkings. Il y aura certainement des panneaux au sol aussi sur les espaces verts qui restent. Bref, le monde de l'autoroute se transforme complètement pour réduire son impact et pour s'adapter aux nouveaux enjeux de transition écologique qui nous concernent évidemment tous. Voilà, nous en avons terminé notre présentation. Donc, comme on l'a annoncé, je laisse Nicolas gérer, faire le modérateur. Et puis, il n'y a pas de problème pour répondre à toutes les questions. Voilà. Donc, c'est le moment des questions. Autant. Voilà, c'est le moment des questions, tant en distanciel qu'en salle. Donc, la parole est à vous. Première question en salle. La durée des concessions étant assez longue, de plusieurs dizaines d'années, et le développement durable et sa prégnance étant récente, comment est-ce que sur la durée de la concession, on peut ajouter des investissements liés au développement durable qui n'étaient pas prévus initialement et qui semblent être à votre charge ou à la charge du concédant, ou voilà. Alors, justement, le modèle de la concession permet d'investir massivement et rapidement. Donc en fait, après, les montants financiers que l'on dépense, il faut les amortir. Et le principe aussi, que je ne vous ai peut-être pas rappelé, mais le principe de l'autoroute, enfin, du modèle concessif, c'est l'utilisateur-payeur. Évidemment, quand vous ne prenez pas l'autoroute, vous ne le payez pas. Évidemment, vous payez un service en fait. Donc tout investissement nouveau qui serait à faire et qui sera à faire sur l'autoroute, il va être payé au travers du péage. Donc ça veut dire que là, l'équilibre qui est défini, comme je vous l'ai montré, c'est jusqu'en 2035. Donc s'il y a des investissements nouveaux à faire, ça veut dire forcément qu'il faut rallonger un peu la durée du contrat pour pouvoir payer ces investissements. Voilà.
tout à fait. Donc c'est une négo qui a lieu avec le concédant. C'est des négos qui ont lieu régulièrement avec le concédant, oui, tout à fait. Alors, Et une augmentation, vous avez parlé de la durée, mais aussi l'augmentation possible du péage. Oui, avec l'augmentation possible du péage, mais bon, le péage, il est déjà à un certain niveau. Ouais. Je veux dire, Ok. je pense qu'il vaut mieux prolonger le paiement du péage que d'augmenter le prix du péage. Enfin, en tout cas, dans des proportions qui ne seraient pas raisonnables. mais la question nous concernant là-dessus, évidemment, il y a une question d'acceptabilité du péage. Ouais. Quand on se place de notre point de vue à tous en tant qu'utilisateurs, Ouais. l'année N ou l'année N+1, quel que soit le concessionnaire, ou même si c'est l'État qui souhaitait reprendre la gestion, il y aura toujours un péage. Ça, le principe, aujourd'hui, il est tel qu'il est. Mais l'intérêt, effectivement, de pouvoir prolonger, c'est qu'à partir du moment où l'État concédant, comme dans tous les appels d'offres qu'on peut connaître dans nos métiers, décide de changer le cahier des charges, évidemment, il faut qu'on voit l'impact de ce changement, et c'est là où on entre en discussion avec le concédant. Parce qu'il y a aussi des idées reçues qui disent qu'une fois que nos contrats seront terminés, l'autoroute va devenir gratuite. C'est jamais gratuit en fait. Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui paye ne serait-ce que l'exploitation et la gestion. Et si c'est pas des privés, bah, ce sera notre argent en fait. Le concédant, en fait, va devoir renouveler les appels d'offres. Bah, c'est l'État qui réfléchit justement à comment il va relancer. Est-ce qu'il relance exactement le même modèle? Ça m'étonnerait, je pense. Mais peut-être qu'il va l'adapter justement par rapport aux nouveaux enjeux. On fait un rapport. Ouais. Parce que vous avez vu, je vous ai montré que sur 100 € de péage, il y avait 40 qui revenaient à l'État. Donc c'est quand même j'ai mis que c'était 8 milliards d'euros en 2022, donc l'État, c'est une somme énorme qui revient à l'État. Je pense que l'État n'a pas non plus envie de se priver de recettes. Enfin, je pense que l'État a besoin d'argent, on le sait tous. Oui, c'est sur le chiffre d'affaires ou c'est y compris l'amortissement de l'investissement initial? Alors c'est le schéma que j'ai, si vous pouvez revenir à ce schéma-là. Oui, non, mais c'est... La courbe en J, hein. Non, pas la courbe en J, le montant du péage. C'est quand il y a un petit ticket. La machine, on va doucement. Ouais, allez-y. Elle ne suit pas mon clic. Coince un peu. Allez, on y arrive. C'est ici. Voilà, c'est là. Vous voyez, sur 10 € de péage, donc pour exploiter, il y a 1,20 €. La construction et la modernisation, c'est 2,3 €. La dette à rembourser, c'est 2,7 €. Et donc les taxes et impôts, c'est 3,8 €. Est-ce qu'il y a un chiffre de recherche et innovation? Est-ce que Alors, un budget ou... toutes les études, etc. qu'on fait, c'est dans le 2,30 €, c'est dans construction et modernisation. Voilà. Exactement. Il y a monsieur là qui attend. Ici. Merci. Donc, nous sommes tous les deux étudiants à l'ESTP. Oui. Et on était un peu surpris que, notamment sur la partie transition et tout ce qui était développement durable, vous n'ayez pas parlé des nouveaux matériaux, les enrobées vertes, ces choses-là. Évidemment. Alors, pardon, Vas-y. le directeur du patrimoine est là, je vous laisse la parole. Je vais en parler. On n'a pas basé notre présentation particulièrement sur ces points-là. Par contre, au niveau des matériaux, oui, on utilise, on développe, on recherche avec toutes les entreprises, parce que nous, c'est pas nous qui réalisons les travaux, on passe par des appels d'offres, et aujourd'hui, on a complètement ouvert ces possibilités-là. On teste déjà des lits en verre avec le groupe EPAGE, avec le groupe Eurovia et même Colas. Donc on est véritablement dedans. Par contre, il y a des caractéristiques à tenir parce qu'une autoroute, elle vous garantit certaines sécurités aussi. Et ça, il faut qu'on le tienne. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de matériaux suffisamment compétents pour pouvoir remplacer complètement le bitume. Donc il y a ces recherches sur la route. Il y a des recherches aussi sur les ouvrages d'art. Je cite juste un exemple, parce qu'après, on en a un paquet. Les ouvrages d'art, aujourd'hui, quand vous les reprenez, ils ont 40, 50 ans. Vous allez retravailler l'étanchéité des ouvrages d'art, et puis vous allez améliorer la sécurité. Pour améliorer la sécurité, il faut renforcer la structure. Pour renforcer la structure sans démonter votre ouvrage, aujourd'hui, il y a des astuces. Vous supprimez l'étanchéité, vous remplacez par du BFU,
Mais c'est Ah, le type quoi de Du béton. BFUP. Du BFUP. C'est un béton particulier, mais qui est connu. Hein. Et aujourd'hui, il va à la fois être étanche et à la fois vous renforcer la structure. Je ne vais pas plus loin parce que si je rentre là-dedans, des exemples, j'en ai plein. J'en ai aussi au niveau du traitement des eaux, etc. Mais oui, c'est dedans, mais c'était pas Parle du taux de l'objet. recyclage, quand même, c'est Ouais. important. Alors oui, au niveau du recyclage, systématiquement maintenant, sur les reprises de chaussée, nous recyclons, on recycle autour de 50%. Alors ça dépend des couches, hein, parce qu'il y a des couches on recycle plus que d'autres, mais on recycle systématiquement, donc on reprend 50% de ce qu'on a enlevé. Et les 50% qui restent, en général, les entreprises nous les rachètent. Pourquoi? C'est parce qu'elles ont aussi un matériau homogène, de qualité, et elles vont le réemployer sur d'autres chantiers. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les réseaux. Parce que ça se comprend, un département, etc., il fait des petits morceaux, c'est pas homogène. Quand vous reprenez tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc systématiquement, oui, on dénonce les démarches. Oui, Vous monsieur. avez évoqué l'électrification du parc. Oui. Autant sur les véhicules individuels, ça paraît pas poser de problème. Est-ce que vous êtes en contact suffisamment poussé avec les constructeurs pour voir une évolution technologique? Parce que vous évoquez le poids lourd, en disant Oui. le poids lourd, ça se développe, etc. Et vous évoquez des bornes qui vont aller jusqu'à 1 mégawatt. Effectivement. Mais est-ce que les constructeurs suivent? Parce que le prix des poids lourds est exponentiel. 1 mégawatt, vous rechargez un poids lourd pour quelle autonomie? Enfin, au jour d'aujourd'hui, ça paraît un peu difficile à atteindre. Moi, je ne connais pas le marché du poids lourd, mais la question se pose pour les utilitaires de type Master et autres. Ce sont des investissements énormes, c'est 2 fois le prix d'un utilitaire, et en termes d'autonomie, on n'y est pas encore, quoi. Il va falloir encore quelques années. Donc les constructeurs vous rassurent là-dessus? Alors, Une réponse. oui. Alors on était présent sur le salon Solutrans, qui est le salon du poids lourd. On y était en 2021, il y avait un poids lourd électrique. Oui. On y est retourné en novembre, là. Il n'y avait que des poids lourds électriques. C'est-à-dire qu'il y avait 100%. 100% électrique. Ouais. Aujourd'hui, ce qui se dégage, c'est que le poids lourd électrique, il pourra faire, allez, 300 km et encore. Donc, il y aura, c'est pour ça qu'il y aura des stations de recharge pour, si je puis dire, irriguer les zones rurales, et sur les axes structurants, il y aura du rechargement certainement en roulant. Oui. D'où le système de route électrique avec soit des caténaires, Ouais, soit c'est ça. induction, Mais là, on soit est à etc. quel horizon dans le temps? Bah, le problème, c'est l'investissement. On revient au même sujet. Là, on en parlait presque déjà quand j'étais petit. Hein, donc- Ah oui, là, Avec le patin sur la glissière. cheveux blancs. ouais. Non, le problème, c'est l'investissement. Alors aujourd'hui, il y a effectivement un réseau de bornes. Nicolas vous l'a expliqué là sur le réseau Paris-Lyon où on met des bornes. Alors ça fait à peu près tous les 150 km. Mais bon, c'est le temps de recharge qui est très long. Et de toute façon, ils mettront jamais des batteries qui puissent rouler 800 km parce que ça sera beaucoup trop lourd en plus à tracter. Ça évolue aussi. Donc l'idée, c'est plutôt de se limiter à 300-400 km en poids lourd, j'entends, parce qu'il faut tirer quand même aussi la marchandise. Et plutôt d'avoir des stations régulièrement. Alors là, ils réfléchissent sur un système en fait de tracteur où on changerait juste le tracteur et le chauffeur. Voilà, pour éviter de faire des pauses aussi trop importantes, c'est-à-dire qu'on charge la remorque sur déjà un tracteur qui est déjà rechargé, et hop, ça repart. Ça, c'est en réflexion, et il y a quelques expérimentations qui vont avoir lieu, et sinon, c'est la recharge en roulant, mais qui présente aussi d'autres problèmes. Les caténaires, c'est clairement pas le choix de la France, c'est le choix de l'Allemagne, mais c'est pas le choix de la France. Le système d'induction, ça pose des problèmes de santé humaine, parce que ça pose un problème en fait de puissance. Donc s'il faut augmenter la puissance, bah, voilà, des gens qui ont des pacemakers, etc., enfin ça pose problème. Du coup, faut sous la caisse complètement mettre quelque chose qui étanche complètement par rapport aux ondes. Bon, et après, il y a le rail enfoui avec un patin. Donc là, il y a des expérimentations qui démarrent en 2024, là, qui démarrent avec le patin. Il y a 400 mètres de pistes qui vont être construits et ça va 400 commencer. Comment 400 mètres pour tester le système.
Et Ça va après, tourner en boucle il y aura, dessus. exactement, et après, en début 2025, il y aura des tests sur un plus grand linéaire sur autoroute. Et face à ça, l'hydrogène ne prend pas Le un pro- peu... Non, l'hydrogène, pour l'instant, le rendement, il est catastrophique. Et puis en plus, ce que souhaite tout le monde, c'est de l'hydrogène vert. Ouais. Enfin, pas de L'hydrogène blanc. Donc, Voire du coup, blanc. Blanc. Voire Dans blanc, la- dans- effectivement. Voilà. Commence Donc ça, il faut le avec fabriquer en aussi. exploration. Donc, pour l'hydrogène, il l'a dit, Nicolas, ça a pris beaucoup de retard. Oui. Là, En fait, pour être très pragmatique par rapport à Solutrans, on voyait auparavant des véhicules gaz et hydrogène avec possibilité horizon 2030 électrique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. ouais. On voit quelquefois disponible pour le gaz. Demain, pour l'hydrogène. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est qu'on a tous une volonté assez naturelle d'essayer de trouver la bonne solution et d'appliquer un schéma unique. À un moment, tout le monde disait hydrogène, hydrogène, hydrogène. Aujourd'hui, c'est électrique, électrique, électrique. C'est pas comme ça que ça va se passer. Dans les faits, il y a des transporteurs qui sont des transporteurs internationaux qui peuvent faire l'Estonie jusqu'au Portugal. Là, l'hydrogène aurait du sens. Pour des gens qui font du cabotage de site en site, là, l'électrique, puisque le soir, ils seront sur leur yard, ils chargent à faible puissance, et là, on arrive à retrouver un intérêt. Donc, il y aura tous ces équilibres. C'est comme les mobilités, c'est des multimobilités, des multiples schémas. Là, ce sera la même chose. Et rappelez-vous, pour la voiture électrique, les gens n'en achetaient pas parce qu'il n'y avait pas de station. Et d'autre côté, il n'y avait pas d'investissement. Enfin, les gens ne voulaient pas investir non plus à perte pour créer des stations. Bon, là, ça y est, c'est démarré. Mais pour le poids lourd, c'est nettement plus compliqué parce qu'il y a du multi-énergie possible. Donc, des businessmen, des modèles économiques totalement différents. Donc, ce sera encore plus long à se mettre en place. En fait. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure dans la slide là, qui traitait des solutions alpines, notamment avec l'hydrogène. Vous avez bien vu, l'objectif, c'est d'essayer de limiter le surcoût. Parce que c'est un secteur dont on sait que les marges sont extrêmement resserrées. Et bousculer un système en essayant de faire du pré-stockage, du changement de remords, tout ça, c'est des coûts sont-ils supportables par ce secteur d'activité? Voilà, c'est tout l'enjeu de ce qu'on est en train d'analyser. L'investissement dans des poids lourds électriques aussi représente un coût énorme. À un moment, il faut passer par ces premières expériences, voir dans la pratique, au-delà des documents et des analyses académiques, ce que ça donne sur le terrain. Et c'est tout l'enjeu des expérimentations qu'on est en train de mener. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai un peu raté le début, donc je ne sais pas si c'est un point que vous aviez déjà adressé. Mais vis-à-vis des bornes et des recharges, de points de recharge pour l'électrique, donc aujourd'hui, je peux comprendre que c'est plutôt sur les aires qui sont aussi des aires pétrole, quoi, enfin, des aires des stations-service. Mais jusqu'à présent, il y avait d'autres aires, c'était des aires de repos. Est-ce qu'aujourd'hui, les batteries sont suffisantes pour faire les trajets ou est-ce qu'il va falloir augmenter le nombre de points de recharge aussi sur les aires peut-être de repos et donc avoir des investissements encore supplémentaires? Donc il va falloir augmenter les bornes. On parle, je crois que vous avez cité le chiffre de 20 à 30 bornes. Et donc il y en aura sur les aires de repos aussi. Bon, on a peu de place poids lourd sur les aires de repos. Donc en plus, comme la borne, elle va prendre de la place. Dans un premier temps, en tout cas, on va plutôt les concentrer sur les aires de service. Tout à fait. Mais sur les aires de repos, effectivement, on va implanter des bornes. Oui, donc ça va vraiment densifier toute cette activité et Tout à fait. toute cette coordination, cette interface avec les prestataires. Mais on vous a dit que toutes les aires étaient équipées de bornes de recharge, alors 8 bornes en moyenne des aires de service. Et à l'été 2023, autant à l'été 22, on avait eu un peu, parce qu'il y a tous les pays du Nord qui ont beaucoup de voitures électriques qui descendent en France pour les vacances. Donc on avait eu un petit peu d'attente. Et cette année, en 2023, on n'a pas eu d'attente pour l'été. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Donc ça veut dire que les bornes qu'on a mis, voilà, elles étaient suffisantes. Une recharge, c'est 20 minutes. Hein. Parce qu'un véhicule électrique, quand vous le rechargez de 0 à 80, enfin 0, heureusement les gens n'arrivent pas à 0. De 20 à 80, allez, on De va 20 à dire, oui. 80, c'est 20 minutes. Et de 80% à 100%, c'est 20 minutes aussi. Donc on conseille aux gens de repartir déjà à 80%. Ouais. Et on n'a pas eu d'attente. En plus, ça a une vertu assez pratique. C'est la plus C'est qu'on sait que au niveau de la sécurité routière, voilà, la fatigue a un impact extrêmement important. Le fait, pour les gens qui pratiquent le véhicule électrique, d'avoir toutes les 2 heures, 2 heures et demie, avoir à recharger ne serait-ce que 20 minutes,
ça permet de se dégourdir les jambes et hop, on repart sur un cycle. Et ça, c'est une vraie vertu de sécurité routière également. Dans les pays nordiques, j'avais vu qu'il y avait une marque chinoise de voitures qui, elle, remplaçait les batteries. C'est-à-dire que le principe, c'est on ne recherche pas la voiture, mais on remplace la batterie, ce qui veut dire qu'en 4 minutes, on prend une nouvelle batterie, on la met dans la voiture et on part. Ça, on n'en parle pas tellement. Non, Je trouve ça assez curieux qu'on n'en parle pas vraiment. Ouais. Après, c'est un sujet, alors on n'est pas allé au bout de l'analyse, mais ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que ça amène en fait des questions d'infrastructure démultipliées, avoir des stockages de batteries disponibles partout, avec une capacité à arriver, dire ça marche parce que j'ai 4 minutes. Oui, mais si j'ai 15 voitures qui seront devant moi, c'est plus 4 minutes. Peut-être aussi produire plus de batteries aussi, donc Ouais, avec les minerais critiques. Sachant que ces sujets-là seront évidemment amenés à évoluer, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, oui, les batteries, les types de batteries sont en train d'énormément changer. Là, dans les prochains mois, il y a des premiers systèmes de batteries dites solides qui vont arriver, avec des capacités de rechargement beaucoup plus rapides, à beaucoup plus haute puissance, et donc offrant une autonomie, a priori annoncée, entre 800 et 1000 km. Donc on devrait avoir les premiers véhicules en Europe en 2025 sur ces... Donc ça va aussi... C'est comme à 208, il faut diviser par 2. Hein. Ah bon, on est d'accord. Ça, c'est le principe, c'est le chiffre théorique. Effectivement, ça sera déjà entre 1,5 fois et 2 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Si vous permettez, excusez-moi, si vous permettez, vous dites que c'est important pour les usagers donc, de s'arrêter toutes les 20 minutes. Aujourd'hui, quand on voit et quand on voit l'automatisation des voitures, quand on voit qu'on pousse de plus en plus vers la conduite autonome, vous ne pensez pas justement que c'est un vrai frein pour le développement électrique? C'est deux sujets complémentaires. C'est deux sujets complémentaires. La voiture électrique, de toute manière, vous changez le type de carburant. Et de toute manière, on va y aller, on y va, c'est parti. Et la voiture autonome, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de développement à faire. Ça existera un jour, mais on n'est pas à l'orée de la voiture automatique. Nous avons des essais qui s'effectuent sur les réseaux autoroutiers, nous on les voit parce qu'on a des informations là-dessus. Mais aujourd'hui, il y a encore trop de risques par rapport à qui prendrait les responsabilités en cas d'événement lors de votre trajet. C'est encore compliqué. On a bien avancé sur le sujet, on est avec Valeo, on est avec des prestataires comme ça. Et du coup, ils ont fait des essais sur une autoroute chez nous en sortie de Paris. Là, en fait, ils ont fait un jumeau numérique de la gare de péage de Fleury-en-Bière, peu importe pour ceux qui connaissent. Et donc la voiture, elle est passée toute seule en fait. Donc elle s'est présentée au péage, etc. Et elle est passée. Donc techniquement, sur le véhicule, je pense que ça avance. Ça continue à bien avancer. Par contre, sur l'aspect législatif, absolument pas. Puis on est en France, donc on a le problème législatif chez nous. Quoi. Donc là, par contre, ça a pris du retard. 2 questions, monsieur. À qui appartient les bornes électriques? Aux opérateurs. Donc il a dit Total. Total, il y a Total, EDF ENR, il y a Fastned, Fastned. Engie. et ça marche comment? Vous leur louez l'emplacement? Vous prenez une marge sur la vente? Non, c'est une sous-concession, donc ça veut dire que c'est une redevance sur chiffre d'affaires. Et vous prenez à peu près combien sur, on va dire... En général, sur le type de... Alors, les bornes électriques, là, je ne sais pas. Là, c'est la colle. Ouais, c'est la direction commerciale qui s'occupe de ça et c'est pas notre travail. Non. Juste pour vous donner un ordre d'idée du chiffre d'affaires. Moi, j'ai le chiffre d'affaires global. Notre chiffre d'affaires, c'est 3 milliards. Et les bénéfices? Non, Comment non, le chiffre d'affaires. Non, mais attendez, je n'ai pas fini ma phrase. Et donc, les sous-concessions, toutes les sous-concessions du réseau APR et RER, c'est 56 millions. 56 millions. Voilà. Et 3 milliards, c'est le péage. Par exemple, Ça s'appelle le secret des affaires. c'est le secret des affaires. Oui. C'est public. Oui, c'est public, tout à fait. Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps des bénéfices des concessions autoroutières. Et ils disaient que c'était pas mal. Mais qu'en plus, en contrepartie, vous continuez à augmenter les prix des péages. Voilà. Alors, comme je l'ai expliqué tout à Vous l'heure, l'avez expliqué je avant par veux rapport bien aux ma courbe en investissements, J, moi. mais c'est pas compris dans le ticket. Mais attendez. Voilà, ça c'est la courbe en J, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens sur une concession autoroutière de regarder le chiffre d'affaires annuel. Parce que les investissements que vous faites, quand on parle par exemple des bornes, vous placez une borne, il y a une rentabilité derrière. Non? Attendez, je vais juste revenir sur un point au niveau de la concession. Oui. Vous mettez 1 000 €
à l'année N. Ouais. Et si vous mettiez 1000 euros sur un compte bancaire, vous allez retoucher 2%, 3% par an, je ne sais pas combien aujourd'hui, par an, chaque année. Ouais. D'accord ? Vous mettez 1000 euros au début d'une concession, vous n'allez commencer à toucher du bénéfice qu'au bout de 30 ou 40 ans. Donc pendant 30 ou 40 ans, vous avez laissé 1000 euros qui vous rapportent rien. Et en fait, quand vous prenez le bénéfice que vous allez obtenir sur les 5-10 dernières années, ça dépend du modèle de la concession, il faut le répartir sur toutes les années pour voir quel est le pourcentage que vous auriez pu gagner chaque année. C'est pour ça que prendre le résultat d'une année N, c'est un chiffre. Mais si vous aviez mis 1000 euros au départ, pendant 40 ans, vous le regardez et vous ne touchez rien. Et donc, vous répartissez après ce pourcentage qui correspond après à un résultat correct, mais sans plus. C'est ça la difficulté, c'est d'admettre que pendant plusieurs dizaines d'années, vous ne gagnez rien. Donc, pour revenir sur les bornes, donc on n'est pas propriétaire des bornes, puisque c'est des opérateurs qui, comme Total, etc. Et après, donc, il y a une redevance. Et ces redevances, je vous dis, sur les deux réseaux, au total, c'est 56 millions d'euros. C'est moins par de 2%. rapport à notre chiffre d'affaires, c'est moins de 2%. Moins de 2% du chiffre d'affaires. Mais ça va continuer à augmenter forcément, vu qu'il y aura de plus en plus de ventes. Oui, mais en même temps, il y aura moins de pétroliers et d'hectolitres de gasoil qui seront vendus. Donc tout ça va s'équilibrer. Oui, ça va s'équilibrer. Voilà. Il ne faut pas... Et comment ça se passe pour les lignes, pardon? Il y avait monsieur qui attendait pour une question. Je vais revenir sur les caténaires et les poids lourds. L'induction. Originaire de Rhône-Alpes, quand j'étais gamin, à Grenoble, on avait des magnifiques bus avec des caténaires. Des trolleys. Donc, c'est quand même des technologies qui étaient assez maîtrisées. Certes, d'un côté, on va enterrer des câbles des RTE, si c'est pour en remettre d'autres. Le sujet, qu'est-ce qui coince sur ce... Je pense que pour le coup, c'est le coût d'investissement, parce qu'aller mettre des portiques, des poteaux, le long de la route. Après, en cas d'accident, ça veut dire qu'il faut renforcer, puisqu'il y a une réglementation en France sur les chocs des poids lourds sur chaque portique, enfin chaque poteau. Donc ça va coûter une fortune. Puis bon. Là aujourd'hui, les estimations qui sont apportées par l'Institut Gustave Eiffel disent la chose suivante, c'est que pour équiper l'ensemble du réseau autoroutier français, il faut envisager un volant de 40 milliards d'euros. Minimum. Voilà. Et on sait ce que c'est tous qu'une estimation. Par nature, elle est faite pour exploser. Donc la question, on en revient tout à l'heure justement à la question de comment est-ce que demain on va financer la transition écologique. L'État a des enjeux, a des objectifs, qui s'est lui-même fixé et qui nous fixe à tous dans nos corps d'activité. Le schéma de la concession permet de faire des investissements. Maintenant, 40 milliards d'euros à date d'aujourd'hui, on est sur une masse qui est très, très conséquente. Donc là, il y a des vrais choix au niveau national qui doivent être faits. Nous, après, on est là pour les déployer. C'est notre rôle. On est concessionnaire de l'État. Mais il y a des choix nationaux qui doivent être faits. Ma question rejoignait celle qui vient d'être posée, parce que ce soit des caténaires ou de l'alimentation souterraine des bornes pour les poids lourds, il faudra quand même amener de l'énergie en quantité colossale sur les aires de repos. Tout à fait. Ça a un coût, ça aussi. Alors, ça a un coût. Effectivement, ça a un coût, et on sait très bien, Philippe l'évoquait tout à l'heure, pour les fermes solaires, un délai qui est quand même très conséquent. L'opérateur, c'est une chose, mais derrière l'opérateur, il y a aussi Enedis. Et Enedis, pour venir fournir de la puissance, quand on parle de 1, 2, 3, 5, peut-être 10 mégawatts, aujourd'hui sont en train d'analyser l'ensemble des réseaux en disant demain, si on devait déployer grande maille des stations de recharge pour les poids lourds électriques, voilà nous la stratégie Enedis qu'on va mettre en place. On privilégiera telle aire, tel secteur, puisque le maillage actuel, il est X, Y, Z. Voilà. Sachant qu'il faut, comme vous le savez, des années pour avoir in fine une puissance qui est amenée. Donc il y a des vrais choix stratégiques qui sont en train d'être faits au niveau de l'État là-dessus, puisque, comme vous le dites, faire moins de gasoil, c'est très bien pour les gaz à effet de serre, mais derrière, il faut pouvoir assurer l'approvisionnement en électricité. Au-delà, avant même de se poser après, c'est déjà posé la question de la produire.
Oui. Voilà, un autre sujet. Puisque les fermes solaires peuvent prendre une partie de cet apport, mais une partie minime. C'est minime. Ça reste petit. Il y a une question en ligne, je vais peut-être la Ah, lire. oui, Ouais, oui. je vais la lire. Est-ce une exigence de l'État de réaliser une évaluation complète des émissions de CO2 pour les concessions autoroutières? Alors non, c'est pas une exigence en fait, c'est un suivi qu'ils font. C'était le premier graphique, je crois que ce qu'on vous a montré. Donc en fait, on se fait par rapport au trafic. Hein. C'est le trafic qui passe sur le réseau routier national, donc y compris sur les autoroutes concédées, et après, ils calculent en fonction du type de véhicule, notamment du pourcentage poids lourd qui passe sur les réseaux. Donc la dernière question, la suite, c'était si tel est le cas, quelles sont les étapes à suivre pour entreprendre cette évaluation? Cette évaluation, elle est faite régulièrement chaque année par l'État. Surtout qu'on les modèles, c'est pas nous qui évaluons les émissions. Allez-y. Alors, ma question est un peu liée à ça, mais merci pour votre présentation, elle était très claire. Vous avez plein de pistes pour faire la décarbonisation des autoroutes, mais je comprends en fait que l'investissement, il vient plutôt de votre modèle concessif, en fait, puisque vous rallongez la concession à chaque fois qu'il faut rajouter des impôts. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, du coup, en tant que société, quels sont vos engagements vis-à-vis de la décarbonation ou vos engagements verts, et comment vous les mesurez? Avec quel indicateur? Vous, en tant que société. Oui. Alors, dans tout ce qu'on vous a présenté, tout n'est pas de l'argent investi par l'État au travers de nous. On vous a présenté Plantadapt, on vous a présenté tout un tas de choses. En fait, c'est uniquement, si vous voulez, les investissements qui ajoutent une fonctionnalité au réseau qui sont financés par l'État. Et c'est normal puisqu'on n'est pas propriétaire. Nous, on est gestionnaire exploitant. C'est ça notre contrat de concession. C'est de gérer et d'exploiter un réseau. Après, si l'État souhaite faire des investissements au sens augmenter la fonctionnalité, créer des choses nouvelles sur son propre réseau, c'est quand même normal qu'il le finance. Je n'ai pas dit que c'était anormal. Voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous revient les gens, ils croient toujours régulièrement. qu'on est propriétaire du réseau. Mais non, nous, on n'est que gestionnaire et on loue le réseau d'ailleurs. Parce que dans les charges qu'on vous a montrées, là, les 40%, il y a un loyer qui est très important que l'on paye. En fait, on paye un loyer à l'État pour occuper son terrain, pour gérer son réseau. Donc, il y a une partie des investissements qui sont des fonds propres, qui ne sont pas liés à l'augmentation de la longueur de la durée de la concession. Oui, Exactement. tout à fait. Les sujets qu'on a pu vous présenter, les deux que j'ai évoqués sur... Les moutons, c'est bon. Non mais voilà, par exemple, les projets de plantation, le fait qu'on ait accéléré, parce que quand on vous dit que, je vais me lever, ce sera peut-être plus pratique, quand on indique effectivement le réseau est équipé depuis plus d'1 an et demi de bornes, évidemment il y a des opérateurs qui sont venus, mais pour nous ça a été un énorme travail et on a largement anticipé la réglementation. On s'est mis en avance. Donc oui, effectivement, on fait des investissements en propre. Vous évoquiez la façon dont nous, de notre côté, au-delà de ces sujets, on quantifie tout ça. On a des objectifs qui sont publics au niveau du groupe Eiffage et effectivement qu'on reprend à notre compte sur les différents scopes qu'on apprécie tous, les 1, 2, 3 monts, 3 aval. Et typiquement sur notre activité propre, à savoir les scopes 1 et 2, on s'est donné comme objectif, qui est quand même très ambitieux, et on est en chemin, en route pour y arriver, d'avoir une réduction de 46% de nos GES à 2030. 2030, on ne parle pas de 2050, c'est après-demain. Donc là, on travaille ardemment sur tous ces aspects. C'est pour ça que j'évoquais dans chaque sujet le gain d'émissions de GES, parce que tout ça, ça concourt aux objectifs qu'on s'est nous-mêmes donnés et pour un certain nombre, on autofinance. Je vais ajouter un complément. Vous avez dit au niveau de la société, je vais rentrer un tout petit peu, au niveau de la société, on a plus de 300 poids lourds. On a énormément d'engins aussi de fauchage, d'engins de liaison, etc. Donc on a toute notre flotte qui est en train d'évoluer. Tout ce qui est petits fourgons, petits véhicules légers évolue vers de l'électrique au fur et à mesure des renouvellements. Les poids lourds aujourd'hui, nous n'avons pas encore évolué, on est en train de regarder. Par contre, au niveau de l'exploitation, ils cherchent à diminuer le nombre de poids lourds parce que autant déjà essayer d'améliorer nos façons de faire et de traiter la sécurité, la viabilité hivernale.
par de la diminution de véhicules. Donc tout ça, c'est vraiment rentré et pris en ligne de compte aujourd'hui. Autre exemple aussi, c'est la récupération maximum d'eau venant de nos toitures ou d'ailleurs, que l'on a besoin, nous, par exemple, pour la viabilité hivernale, quand on va étendre du sel, on n'étend pas un sel sec, on étend un sel humide, voire même on projette de l'eau pour que ça colle au niveau de la chaussée. Bah, cette eau-là, on ne va pas prendre de l'eau du robinet. On va chercher à récupérer. Donc on recherche aussi au niveau de la société de l'amélioration de ce côté-là. Oui. Il y avait madame, Oui, depuis un moment, je c'est suis vrai. désolé, elle lève son... Est-ce que vous savez combien de pourcentage de véhicules électriques sont utilisés aujourd'hui par rapport aux autres véhicules et quel est l'horizon 2030 et le prochain horizon et comment on tend à pallier à ces besoins-là, notamment pour les bornes et pour le reste? Là aujourd'hui, il y a le parc, il est composé de un peu plus de 3% de véhicules électriques. Et le grand jeu, et la question que vous posez est extrêmement intéressante, c'est entre la courbe de croissance et la courbe d'équipement, tout le travail qui est le nôtre, et c'est loin d'être simple, c'est justement d'anticiper cette courbe avec toutes les projections de toutes les personnes qui veulent bien faire des projections, chacun ayant son angle de vue. Donc voilà, ça part un peu comme ça. Et nous, justement, notre objectif, c'est d'aller équiper par phase successive, et elles seront, comme on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus massives en termes de nombre, justement avant qu'on ait les deux courbes qui se croisent, à savoir le parc et l'équipement de nos aires. Donc ça, effectivement, la direction de la clientèle travaille dessus depuis maintenant de nombreuses années, et on est donc en train de préparer les prochaines phases où on passera en moyenne de 8 à 20, 30, peut-être même plus, voire potentiellement un jour à avoir un certain nombre d'aires, quand je dis un jour, je ne parle pas de 2050, et d'avoir probablement des aires sur lequel il n'y aura plus du tout de distribution de diesel, sans parler à nouveau de 2050. Mais une échéance peut-être 10 ans, ça fait partie des choses qui sont en analyse. Mais la difficulté, c'est que les scénarios sont très différents. Enfin, l'écart type, il est énorme, en fait. Ne serait-ce que le prix du véhicule. Est-ce que les gens, aujourd'hui, qui se sont équipés avec une voiture électrique, finalement, n'étaient pas ceux qui pouvaient se la payer, la voiture électrique? Donc, est-ce que ça ne va pas réinfléchir? Enfin, voilà, il y a plein de questions qui se posent. Et donc, il y a des scénarios très différents. Les États eux-mêmes changent d'avis, puisqu'on est revenu sur la fin, certains pays sont revenus sur la fin de la vente de véhicules diesel. Ouais, sur 2035, oui. Ouais, tout à fait. Okay. Alors, du coup, madame. J'avais une question par rapport au retour que vous avez sur vos projets. Donc, on comprend qu'il y a eu beaucoup de développement, de recherches qui ont été faites pour trouver des solutions qui sont quand même assez locales. Enfin, là, c'était beaucoup sur Grenoble, donc il y a des choses qui s'appliquaient, mais qui ne s'appliquent pas forcément à d'autres sites. Mais vous n'avez pas toutes les concessions, donc il y a quand même d'autres concessionnaires. Est-ce que vous avez leur retour aussi pour voir des solutions qui ont marché, des choses qui pourraient s'adapter, ou est-ce que vous préférez plutôt avoir le retour de vos propres solutions pour essayer de les améliorer et juste faire du REX là-dessus, ou avoir le REX aussi des autres et voir, trouver des solutions peut-être qui essayer de gagner, un petit peu améliorer, optimiser. Alors, notre concédant, c'est le ministère des Transports. Enfin, il ne s'appelle plus comme ça maintenant. Mais bon, globalement, c'est le ministère des Transports. Et donc, au sein du ministère des Transports, vous avez des gens, des techniciens, qui sont compétents. Donc, nous, on discute avec eux. Et après, au travers de notre association, on discute aussi avec les autres sociétés d'autoroutes. Mais donc, on est au courant de ce qui se fait, on échange sur ce qui se fait, donc c'est une démarche globale. Après, il y a des sociétés qui sont plus ou moins avancées. Nous, c'est vrai qu'on cite Grenoble parce que, certes, je vous ai dit que la 480, ça avait été compliqué, mais d'un autre côté, la volonté politique, elle était clairement de développer les modes de transport collectif et les modes doux. Donc on a pu vraiment progresser avec eux. Après, la métropole de Lyon, elle a aussi fait des choses. Certainement, il se fait des choses à Bordeaux. Et ça, je dirais, on échange au travers de cette association dans laquelle on a nos spécialistes qui se rencontrent. Et après, au niveau de l'État, donc du ministère des Transports, il y a aussi une animation quelque part de toute l'innovation qui peut se faire. Et heureusement, parce que sinon il pourrait y avoir... Mais après, chaque société a aussi un peu son ADN. Nous, on est allé très vite sur les mobilités. C'est pour ça qu'on a ouvert la première voie réservée covoiturage en 2020, juste après le Covid, enfin dans le Covid, sur 8 km. Enfin voilà, chacun a aussi après son ADN.
Et c'est vrai qu'on ne peut pas tous se propulser sur toutes les expérimentations, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Le principe, il est assez simple. C'est vrai, quand il y a des appels à projets qui sortent, tout le monde regarde, et puis il s'avère que sur le RS, c'est un de nos confrères, la route électrique, qui s'est lancé. Nous, on est parti sur le déploiement des bornes pour le longue distance et le sujet de l'hydrogène. Donc voilà, il y a un vrai écosystème qui travaille sur plein de sujets différents. Toute expérimentation, elle a une durée et une chance d'aboutir un jour à une réalisation. Ce qu'on se dit par nature, c'est qu'en attaquant tous des sujets différents de manière complémentaire, de là sortira une partie de la réponse. Peut-être pas toute la réponse, mais en tout cas une partie de la réponse. Il y a un fonds commun de toute façon, on voit quand même il y a des solutions sur partager la mobilité partagée, les parkings de covoiturage, ces choses-là, on les retrouve chez vos confrères aussi. Tout à fait. Et il y a quand même un socle commun de solutions qui effectivement, après, des expérimentations, effectivement, l'une ou l'autre société va peut-être plutôt se lancer sur l'une ou l'autre, mais on s'en sent quand même des axes, il y a des axes forts. des axes directeurs forts qui sont communs. Il est certain qu'aujourd'hui, qui pourrait dire que les parkings de covoiturage, c'est quelque chose d'inutile? Donc on est passé au-delà de cette séquence. Maintenant, voilà, comme vous me disiez, ça fait 10-15 ans qu'on est lancé là-dedans. Aujourd'hui, ça fait partie du socle classique de ce qu'on déploie tous. Est-ce que demain, on déploiera tous de la caténaire ou de l'induction ou des bornes électriques pour les PL? C'est l'avenir qui nous le dira. Du flux libre, probablement que tout le monde va en déployer. Ça c'est sûr. C'est l'État des qui nous le VRTC, des VR de plus, probablement aussi. Donc il y a quand même un fonds commun. Il y a monsieur qui avait une question. Pour réduire les bouchons, est-ce que vous pouvez augmenter en fait la signalétique, réduire par exemple la vitesse des voitures avant un bouchon? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de signalétique en fait sur les autoroutes en général. On a certainement pas, parce que on n'a pas, comme chez TP87, je peux le dire. En fait, oui, je trouve. Enfin, et d'ailleurs, les premières expériences, je crois qu'ils sont en Belgique. En fait, il y a un pays en fait qui commence à le faire et ça marche bien. Et je suis vraiment surpris parce que franchement, la signalétique sur les portiques une fois tous les 20 km, c'est ridicule. Quand en fait il y a un bouchon qui est en train d'être créé, vous pouvez avoir besoin de réduire la vitesse des véhicules en fait à n'importe quel endroit sur l'autoroute. C'est quelque chose. Et puis ça pourrait peut-être aussi permettre d'améliorer la sécurité. Alors, la régulation de vitesse aujourd'hui, elle n'est pas particulièrement développée sur le réseau autoroutier en France. Oui, ça existe. On a quelques secteurs, nous, on l'utilise. Donc véritablement, on l'a mis en place, mais c'est de la gestion de gros bouchons où on propose justement aux clients de réduire la vitesse pour diminuer le temps d'attente. Après, comme l'a dit Ghislaine ou Nicolas, nous sommes en France, il faut que ce soit suivi de fait derrière pour que ce soit respecté. Il y a beaucoup de discussions aussi sur ces sujets au niveau de la régulation de vitesse. Alors nous, on a plutôt un réseau en campagne qu'un réseau urbain. Et de ce fait, on est un petit peu moins touché, sauf dans les entrées urbaines. Là, je vous rejoins, il y a certainement des choses à développer. On a pu aussi traiter de ce sujet qui, malheureusement, pour l'instant, n'a pas abouti sur des zones plus ou moins urbaines. Je dis plus ou moins parce qu'on reste quand même relativement éloigné. Où là, il y a eu, il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, des points un peu chauds en termes de qualité de l'air, où on a pu proposer aux organismes qui gèrent, c'est essentiellement, ça remonte par les préfectures, de déployer de la régulation de vitesse en fonction justement du taux de pollution. Ça n'a pas été accepté. Aujourd'hui, ça n'a pas été accepté. Autant ça l'est dans les zones très urbanisées, région lyonnaise, région parisienne, etc. Ce n'est pas encore développé par ailleurs. Donc c'est un sujet que l'on regarde, que l'on a aussi, mais qui pour le moment n'a pas suffisamment évolué, je vous rejoins. Il y avait monsieur qui avait une question. Oui, je suis derrière. Alors, en fait, moi, je pose une question hors cadre. C'est une réflexion qui est en fait inspirée par deux paramètres que vous avez évoqués. Les autoroutes à Eiffage, le groupement Eiffage, c'est 1% du réseau routier. National. Les autoroutes concédées, l'ensemble des autoroutes concédées. C'est 1% du réseau national. Le réseau routier français. Le routier national, également le portique de péage. Vous avez évoqué qu'on pourrait remplacer les lignes de péage qui existent aujourd'hui.
Donc cette réflexion me mène à penser au réseau secondaire. Dans les années 2000, il y a le projet EcoMove a suscité des polémiques, il a été abandonné. Est-ce que vous, en tant que concessionnaire, vous avez des échos de la part des concédants, enfin de l'État, concernant le réseau secondaire? Y a-t-il une idée de développer la concession sur le réseau secondaire pour effectivement apporter des solutions que vous avez présentées aujourd'hui sur le réseau secondaire? Alors effectivement, il y a eu le projet d'écotaxe poids lourd, donc, qui a été abandonné en France alors qu'ils avaient commencé à poser les premiers portiques. Ensuite, il y a eu une loi qui a dit qu'on ne pouvait pas faire de péage. Enfin, ça devait être une concession d'État et uniquement, donc ça veut dire qu'aucune collectivité ne peut aller sur ce sujet, ni l'État sur un autre réseau. Et là, la loi a rechangé récemment, notamment pour la communauté européenne d'Alsace. Donc, je ne sais pas si vous avez... Donc les deux départements d'Alsace se sont rejoints pour créer la communauté européenne d'Alsace. Et là, ils vont mettre en place un péage poids lourd sur leur réseau. C'est la première, je pense, en France qui va sortir avec un péage poids lourd, spécifique poids lourd. Ouais, effectivement, l'initiative est partie d'Alsace en 2005, à la suite de l'introduction du péage des poids lourds en Allemagne. Tout à fait. Au report du réseau lourd. Du trafic lourd sur le réseau français. Et en contrepartie, les Bretons n'ont jamais voulu avoir de... On s'en est aperçu. Pas lourd, les pour rien, on n'était pas concernés par l'écotaxe. Et donc là, ça revient. C'est sur l'Alsace. Donc là, ils ont lancé l'appel d'offres, je crois d'ailleurs. Et ça va se mettre en place. Je pense qu'il y a d'autres... le problème, c'est que entretenir des infrastructures, ça coûte très cher, quoi. Donc, et si effectivement on veut les moderniser, il faut de l'argent, il n'y a pas de doute. Oui. Une question d'utilisateur. Est-ce qu'il y a un plan zéro bouchon au péage et zéro bouchon? Quand il y a un accident, c'est indifférent, bien sûr, mais zéro bouchon au péage et zéro bouchon les jours de départ en vacances. Ça s'appelle le flux libre. Le flux libre, voilà. Le flux libre. Oui, non, pas forcément, il y a d'autres méthodes. Alors, vous savez, chaque année, au moment des départs en vacances, les TF1, etc., viennent interviewer des vacanciers. Et à chaque fois, ils répondent tout le temps la même chose. Ça fait partie du voyage pour aller en vacances. Non, mais c'est vrai, je vous assure. Ça fait partie, quelque part, du départ en vacances. Du paysage. Ça fait partie. C'est plus les bouchons de la RN7 qu'on a tous connus dans notre jeunesse. Mais ceci dit, ça s'est quand même amélioré parce que quand même par rapport aux années dont je parle, c'était plutôt les années 70, 80, maintenant avec les RTT, déjà les gens répartissent beaucoup mieux leur départ, c'est-à-dire que les gens prennent leur vendredi ou leur jeudi et partent avant, donc on a beaucoup moins de bouchons qu'avant. Des fois on avait, enfin nous on voit à l'entrée de Lyon, je crois on avait 35 km de bouchons, quoi, c'était extraordinaire, ça n'existe plus. Maintenant, s'il y a plus la mise de bouchons, sur A6, c'est tout ce qu'on a, quoi. Oui, puis la 7 qui est tout bouché. Mais ça, la 7, c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets d'A7 bis, mais ils ne sont jamais sortis de terre. Ils ne sortiront plus, de toute façon. Juste par curiosité, est-ce que vous anticipez une baisse de fréquentation des autoroutes avec l'augmentation des transports en commun? Non. Je vous ai montré les chiffres. Le trafic sur la route ne baissera pas de toute façon. En fait, c'est une question très fréquente, ça. Oui. La réponse, en fait, elle est financière et capacitaire. Aujourd'hui, on sait que les réseaux ferrés sont extrêmement développés en France, enfin, courte et longue distance. Mais on sait aussi, et en particulier à Paris, sur le métro, c'est aussi valable sur le métro, il y a des limites capacitaires qui sont très fortes. Et l'ensemble de ces réseaux, sauf de dessertes fines en campagne, et là c'est un autre schéma, mais ces réseaux sont à saturation. Or, la réserve de capacité, et pendant longtemps ça a été difficile à dire, mais la réserve de capacité en approche des agglomérations, elle est sur les routes et les autoroutes. Aujourd'hui, vous connaissez le taux d'occupation, c'est 1,1, 1,2. Voilà. Il suffit de mettre 2 personnes par véhicule, d'où tous les schémas de développement qu'on vous a présentés. La clé capacitaire, elle est sur l'infrastructure routière. On n'est pas en concurrence avec le rail, on est complémentaires, on n'est pas en concurrence. Il y a 50 millions de mètres carrés de dur à Paris, on a 2,5 millions à Lagos. Qu'est-ce que vous faites à l'étranger?
Nous? Oui. Est-ce que vous avez des idées en fait à l'étranger? Non. De concession? Non, pas du tout. Non. Non, alors nous déjà, notre actionnaire, on parle beaucoup d'Eiffage parce que c'est eux qui sont opérationnels sur nous, mais nous on a 2 actionnaires en fait. Hein. On a Eiffage qui a 52% et le reste c'est des fonds australiens. Donc nous à PRR non, et Eiffage a une concession au Sénégal d'autoroute. Puisque c'est une implantation historique du groupe Eiffage, ça fait plus de 80 ans qu'il y a une implantation, c'est une très grosse société Eiffage Sénégal, et donc il participe aux appels d'offres, et il y a eu la première autoroute à péage subsaharienne qui s'est lancée, et Eiffage Sénégal a eu l'honneur de le remporter. Mais on n'a pas des velléités forcément. Eiffage est quand même très français, pour le coup, et très européen. Par exemple, Vinci ou Bouygues, ça n'a rien à voir. Quoi. Et on n'a pas l'intention, bien sûr, comme toute société, on cherche à se développer, mais pas de façon, je veux dire, extrêmement importante dans le monde. C'est pas notre souhait. Et d'ailleurs, notre image de marque, c'est l'esprit de famille. Voilà, ça c'est Eiffage. C'est pas... Il y a quelque chose qui est dommage, c'est de ne pas partager ce que vous êtes en train de mettre en place avec les autres. Alors, je ne sais pas ce que font les autres pays, mais pour l'instant, il y a quelques pays. Enfin, la France est quand même assez en avance. Effectivement. Je vais vous apporter une réponse. En fait, on a évoqué notre syndicat professionnel, l'ASFA. On a aussi des réunions avec l'ensemble de nos collègues, notamment européens et américains. Tous les ans, on a une réunion de 3 jours où on présente tous nos évolutions, nos façons de voir le péage de demain, la sécurité sur les réseaux, la façon dont on anime les territoires. Et en fait, c'est les moments d'intense partage où justement on bénéficie des retours d'expérience, et on a toujours des invités d'ailleurs extérieurs. L'année dernière, il y avait des académiques japonais qui venaient nous présenter leur approche du covoiturage. Et c'est là qu'on se rend compte que voilà, on a tous le même objectif, mais on les regarde par des angles totalement différents. Donc oui, il y a beaucoup de partage à ce niveau-là. Ça, c'est sûr qu'on a des problématiques qui sont globalement les mêmes. Enfin, on vit sur la même planète, hein, il n'y a pas de doute. Y a-t-il une autre question? Une dernière question. En salle ou en distanciel? Non. Si vous me permettez, je vais juste apporter un complément. On a beaucoup parlé de l'investissement, des concessions, etc. Si vous me permettez, il y a un mot que vous n'avez pas dit là-dedans, c'est le risque. Et effectivement, alors je me permets de le dire pour vous, mais vous le direz avec vos mots, mais effectivement, cette temporalité de l'investissement et la rentabilité qui peut paraître forte à la fin, elle est liée au risque que vous prenez initialement. Et c'est important de le dire, tous ceux qui investissent un peu le savent, il n'y a pas de rendement fort sans risque, et le risque, vous l'avez pris, donc ça se leur est bien. Effectivement, on l'a pris et on le prend. Le Covid, pour nous, c'est moins 20% de chiffre d'affaires. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déposé le bilan, hein, et donc on a perdu 20% de notre chiffre d'affaires, et effectivement, comme on porte le risque, c'est sans compensation. Parce que ça vient de la question de monsieur qui est venu devant moi, c'est le risque du trafic. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de trafic, il y a des Exactement. Je ne cache pas que effectivement nos collègues de la direction financière à cette période-là se regardaient le matin en disant bon, aujourd'hui c'est bulle, demain c'est bulle, après-demain c'est bulle. Voilà, ça c'est un vrai risque qu'on porte. Il n'y a pas que celui-là. Voilà, on porte des risques. L'État nous a transféré les risques et on les assume. Et comme vous l'avez dit, un risque, ça se rémunère. On peut effectivement tomber dans des périodes qui sont très difficiles, et à ce moment-là, on encaisse le choc. C'est le jeu. Et on a été privatisé en 2006. 2007, choc financier. Ce qui fait que le business plan qui avait été déposé par nos actionnaires en 2006, en fait, on a retrouvé le trafic poids lourd du business plan en 2017. Exactement. On a mis 10 ans à retrouver le trafic poids lourd de 2007. On a mis 10 ans à le retrouver. Donc c'est un vrai point. A priori, il n'y a plus de questions. Donc, merci beaucoup. Merci.